Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Emeline Manson et Isaël Morin. Emeline spécialise de la cybersécurité et des fraudes en ligne, sujet complètement sous-estimé, complètement oublié en entrepreneuriat, on va pas se le cacher. Et Isaël, qui est spécialisé en présence en ligne sur les réseaux sociaux, spécifiquement avec la vidéo. On a beaucoup parlé de création de contenu parce qu'on en mange tous les trois, mais on a parlé de plein d'autres choses aussi, notamment de cybersécurité, des différentes fausses croyances qu'on pouvait avoir dans ce domaine-là. Donc, je te souhaite une super bonne écoute. Emeline, tu étais en mode énorme machine de contenu. C'est-tu quelque chose de nouveau pour cette année? C'est comme, t'es-tu en mode cette année je crée du contenu ou c'était parce que là on ressort du mois de la prévention contre la fraude, un truc comme ça? Peut-être que, Ouais, mais que je me écoute, trompe. moi ça fait 1 an que j'ai parti le projet, donc je suis encore en train de tester des trucs. Il y a 2 mois phares au niveau de la cybersécurité. Il y a le mois d'octobre qui est le mois de la cybersécurité, le mois de mars qui est le mois de la prévention de la fraude et non le mois de la fraude. J'ai lancé mon infolette aujourd'hui puis j'ai spécifié comme j'ai quelqu'un dans mon entourage dernièrement donné, on co-animait une conférence. Je dis oui c'est le mois de la fraude. Je suis comme non c'est le mois de la prévention de la fraude. Donc, mais ouais c'est deux gros mois. Je suis toujours très très active. J'essaie vraiment de toujours créer du contenu parce que comme on le disait en off tantôt avec Isaël, si on veut être dans la tête des gens, ça sert à rien de leur envoyer des courriels à toutes les semaines, selon moi. Moi, j'aime mieux comme ce soit informel, puis là, les algorithmes font leurs calculs, font leurs choses, puis les gens ont l'impression que t'es un petit peu partout, sauf que c'est juste des publications, puis les algorithmes, bref. Mais oui, il y a 2 gros mois, mois d'octobre, mois de mars. Là, on est en plein dedans, on est à la fin, dernière journée aujourd'hui, de notre côté, au moment où on enregistre, donc Ok. le contenu, hein. Très intéressant et j'ai vu que tu as créé beaucoup de vidéos dans le passé. Puis je pense que l'on est 3 personnes qui créent beaucoup de vidéos et de bonne qualité. Et donc je voulais savoir parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent contact avec moi pour avoir des petits conseils sur comment créer de la vidéo et tout et tout. Mais sauf que ce que je me rends compte, c'est que la perception des personnes sur la vidéo, c'est que c'est relativement simple ou que ça peut être simple. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous créez le processus de vidéo? Vous, comme toi, tu as quand même créé beaucoup de vidéos sur la prévention contre la fraude et la cybersécurité. Est-ce que c'est simple? Est-ce que comme si on parle de vraiment comment ça se passe, est-ce que ça prend beaucoup de temps à créer ça de ton côté? Je serais curieuse de savoir, Charles, aussi de ton côté, après, qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est un tout autre domaine avec une toute autre expertise full intéressante. Moi, je te dirais, non, c'est pas très long, dans le sens où j'ai plein d'idées, puis j'ai comme un fichier avec toujours plein d'idées, puis même pour mes publications sur les réseaux sociaux, je vais piger là-dedans et c'est juste du plaisir et j'ai beaucoup de plaisir à créer ça. Fait que, tu sais, je crée pas un script, mais tu sais, les idées phares dans la direction dans laquelle je veux aller parce que je sais que sinon je pars dans toutes les directions, j'ai tellement de choses à dire. Mais donc je me fais un petit script puis après moi c'est des vidéos one shot deal. T'sais, la première fois que j'ai fait des capsules vidéo, c'était l'année dernière au mois de mars pour la toute première fois. Puis là j'avais fait 31 capsules, c'était le mois de mars l'année dernière. Puis moi je me partais mon projet l'année dernière et j'ai créé le contenu, les grandes lignes, c'est quoi les thématiques parce que ça allait être une capsule vidéo par jour. Mais moi j'ai triché, hein. J'ai pas enregistré une capsule vidéo par jour. Puis tu le disais Isaël aussi, faites ça par batch. Ouais. Tu sais, faites-en. Moi j'ai fait les 31 en une journée, je suis un peu intense aussi. Et Ouais, quand même, ouais. Wow. C'est le défi de se changer entre chaque vidéo pour que les gens pensent pas que t'es habillé de la même façon tous les jours de l'année. Tellement. Je fais la même chose, moi. J'ai comme plein de kits qui sont là, puis là, je me change, puis après ça, je recommence. Et donc, là, le monde croit que c'est une autre journée et tout. Exact. Puis 0 montage de mon côté. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je dis, moi, c'est des petites capsules. 1 minute, 2 minutes. Je vais pas m'amuser à faire du montage. Let's go, on y va. Je coupe pas, rien. Toi, de ton côté, Charles? Ouais, c'est drôle parce que nous aussi, c'est un peu en mode peu de préparation, mais dans le fond, quand on y pense, il y a beaucoup de préparation avant qui n'est pas directement reliée à la vidéo, là. Nous, on avait commencé à essayer de faire des vidéos peut-être en 2018-2019, au début d'Antila, puis on avait fait une coupe, mais c'était vraiment en mode, on n'a pas beaucoup de temps, puis on le sait que la vidéo c'est intéressant, fait qu'on va essayer de faire de quoi. Puis le problème, dans un domaine comme le nôtre, puis je pense que c'est pareil pour toi, Emeline, puis même Isaël, même chose, surtout en vidéo, vu que tu parles de vidéo, c'est encore plus relié, mais c'est que faire des vidéos simples et rapides et
un peu improvisées, ça se fait bien, mais que ces vidéos-là te présentent de façon crédible puis que tu dis tout ce que tu avais à dire de façon argumentée puis de façon complète, c'est très difficile. Puis surtout dans notre cas où faire des vidéos puis produire du contenu, on est une agence de marketing, il y en a plein d'autres agences qui font ça. Fait que c'est comme, nos vidéos, c'était juste comme une autre brique dans l'énorme tas de briques de d'autres contenus de d'autres agences. Puis tu sais, il y en avait des gens qui les regardaient, mais tu sais, ça faisait pas trop d'impact, puis les gens se souvenaient pas trop, puis fallait juste mettre de la pub pour que les gens les voient beaucoup, puis c'était comme un peu ça la stratégie. Okay. Mais quand on a recommencé à faire des vidéos, j'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit relativement facile à tourner. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de vidéo, où est-ce qu'on peut s'asseoir puis juste faire quelque chose, puis que la chose en question va être vraiment bonne, puis va pas juste être ouais, il faut que je fasse une vidéo, fait que là, je cherche quelque chose, puis j'essaie de déblatérer une idée. Fait qu'on est venu avec le concept de critiquer les pubs des entreprises parce que c'était quelque chose qu'on faisait déjà quotidiennement à l'interne pour des clients qui venaient nous voir pour travailler avec nous. Fait que si on s'est dit, OK, ça c'est facile, on s'assoit devant des pubs, puis on peut facilement en 5 minutes sortir 4-5 points à critiquer, puis après ça, le présentant en partage d'écran. Puis de notre côté, dans le fond, si on a quelqu'un qui s'occupe du montage, fait que mettons, moi quand je filme une vidéo, je la filme au complet, je me reprends, ça fait un gros fichier. Puis après ça, la personne a juste à dérocher puis faire un peu de montage autour. Fait qu'il y a ces choses-là. Puis le deuxième gros type de vidéo qu'on crée, là, c'est qu'on va se baser sur des articles qu'on a déjà faits. Puis ensuite, on va voir est-ce que cet article-là ferait une bonne vidéo ou 2-3 bonnes vidéos. Puis tu sais, ça demande beaucoup de temps de créer les articles. Fait que ça demande pas de temps de créer la vidéo, mais c'est déguisé en plus grande planète de création de contenu. Mais on a un peu ces deux types-là qu'on se sert pour que ça prenne pas trop de temps, que ce soit pas trop lourd. Mais c'est ça, derrière, il y a bien du travail. Là, t'sais. Lorsque vous avez critiqué des pubs, là, c'était des pubs de qui? C'était des pubs de vos clients ou c'était des pubs de... Comme, c'était, je me rappelle pas bien, c'était des pubs de qui? C'était juste des pubs que vous avez trouvées? Ouais, on prend des entreprises qu'on aime bien, là, surtout des entreprises québécoises, puis qui font de la pub sur Facebook. Puis Facebook a l'outil de bibliothèque publicitaire, fait que tu peux voir les pubs que les entreprises font. Ouais. Fait qu'on allait là-dessus. Puis tu sais, c'est pas parfait. Tu connais pas la stratégie de l'entreprise. C'est sa priorité, mais c'est pas grave parce que de toute façon, le but de ça, oui, ça permet de rejoindre un peu cette business-là en particulier en disant check, on pourrait améliorer tes pubs, mais surtout, ça permet de sortir des conclusions un peu pour tout le monde en disant cette entreprise-là fait pas nécessairement la chose correctement, mais voici comment toi tu peux le faire dans ta business, ou voici comment il pourrait le pousser plus loin. Puis ça. Ok, ça, wow. Fallait quand même avoir un peu de courage pour faire ça. Pour comme se pointer puis dire ça aurait pu être mieux, I guess. Un peu d'arrogance aussi. Quand même, bravo. Ouais, c'est ça un peu, c'est ça. C'est pas le mot que j'aurais choisi, mais j'aurais pu choisir ça, quoi, ouais. Ok. Wow, ok. J'avais pas compris que c'était d'autres pubs. Je croyais que c'était des pubs... J'avais pas compris, mais quand même, ouais. Ben, celle de nos clients serait critiquable aussi. C'est juste que je trouvais que j'ai peut-être pas assez encore confiance pour le faire parce que ça crée un mood où, tu sais, auto-critiquer ses propres pubs, c'est comme, ah ben là, on va le noter puis on va le faire au lieu de... Ouais, c'est ça. Au lieu de dire, bon ben ça, c'était pas bien fait, mais on l'a pas modifié, donc c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, ça serait bizarre, mais peut-être un jour, je sais pas. Ok. Mais t'as mentionné quelque chose tantôt que j'aime beaucoup et auquel je crois beaucoup. Tu parlais du recyclage de contenu. C'est-à-dire, on a un article, est-ce qu'on peut l'amener sous un autre vecteur? Parce que les articles de blog, ça parle à certains types de personnes. Les capsules vidéo parlent à un autre type de personnes. Les infolettres, tu sais, en fait, c'est des vecteurs de communication différents qui atteignent des personnes différentes. Et, tu sais, ça peut être recycler, je trouve ça intéressant, tu sais, même pareil au niveau des réseaux sociaux, de dire moi j'ai un article de blog puis là j'en fais un carrousel pour LinkedIn ou pour Facebook ou pour peu importe. Facebook ça n'existe pas d'ailleurs, c'est moche encore, mais Instagram c'est plus cute, mais tu sais, c'est du recyclage de contenu, mais et puis de toute façon c'est un petit peu, tu sais, avec le développement personnel en ce moment, vous savez, il y a beaucoup de livres qui répètent les mêmes choses, mais à un moment donné, une personne va le lire, puis là, quelques mois plus tard, va le relire, et là, va le voir d'une façon différente. C'est un peu la même chose avec nos propres champs d'expertise en ce moment. Quelqu'un peut très bien avoir lu cet article-là à un moment donné, puis là, l'écoute en capsule vidéo, puis là, ça y fait popper quelque chose, il est arrivé quelque chose entre ce moment A et ce moment B, qui fait en sorte que, ben là, ça veut dire quelque chose de plus. Puis ça, c'est très bien dit.
Puis il y a aussi un truc aussi que je voulais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que je suis bègue, là, donc si ça bug, c'est pas la plateforme, c'est mes propres cordes vocales qui bloquent un peu. Mais pour répondre à ce que tu as dit, je pense que le monde qui essaie de créer du contenu, je pense qu'ils se mettent énormément de pression pour créer du contenu unique chaque fois, comme pour chaque pause, puis dire quelque chose de nouveau. Mais le truc, c'est que même si tu es suivi par 100 personnes ou 5000 personnes sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur une autre plateforme, ces personnes-là, c'est pas toutes ces personnes-là qui vont voir le contenu que tu as créé aujourd'hui. Et donc, tu pourrais même, et je vois des créateurs littéralement reprendre le même contenu qu'ils ont partagé il y a comme 3 mois, le même, et le repartage ensuite 3 mois plus tard, puis ça fonctionne. Puis même pour les personnes qui l'ont lu, il y a personne qui va critiquer cette personne-là puis dire « Ah, mais ça, tu l'as partagé. » Tu sais, il y a comme personne qui se comporte comme ça, mais de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui se mettent énormément de pression. Et aussi, l'autre point aussi que je voudrais vous dire, pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, c'est que chaque fois qu'il y a un nouveau format qui est créé, le monde pense qu'il y a toute la population de la planète qui va se mettre à consommer ce genre de format-là. Comme quand on a créé le podcast, en fait, qui était littéralement des émissions de radio qui existaient depuis déjà très longtemps, le monde se sont dit, le monde ne veut plus lire, le monde ne veut plus regarder de vidéos, le monde veut juste écouter des podcasts. Honnêtement, j'écoute pas de podcast, moi. J'ai essayé de faire partie du trend il y a genre 3-4 ans. J'écoute jamais de podcast. Je suis pas capable. Je passe dans un podcast présentement, fine, mais sinon, j'en écoute rarement. J'écoute des vidéos et je lis relativement pas beaucoup, donc je regarde beaucoup de vidéos. Et donc, ça, c'est moi. Mais il y a encore énormément de personnes qui lisent. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que l'on continue toujours à écrire. Et il y a des personnes qui n'aiment pas regarder de vidéos, il y a des personnes qui aiment lire, et il y a des personnes qui aiment écouter des podcasts et d'autres types de formats. Donc, je pense que c'est important de se le rappeler lorsqu'on crée du contenu, parce qu'on peut littéralement prendre la même affaire puis de le répéter partout, puis c'est pas le même genre de personne qui va aller écouter ou lire ce contenu-là. Donc, je trouve ça très bien que tu nous le rappelles, parce que je pense qu'il y a énormément de pression qui est mise sur le monde, quoi. T'as tout à fait raison. Puis il y a aussi un facteur que moi je vois souvent, c'est que tu sais, t'as soit cette vision-là de faut que tout ce que je crée soit unique parce qu'une fois que je l'ai publié, c'est terminé, je ne peux plus en parler. C'est un peu cette mentalité-là qui est évidemment complètement fausse, parce que t'aurais fini à la fin de la semaine de dire tout ce que t'as à dire, puis personne l'aurait vu, là, tu sais, ça fonctionne pas. Mais il y a aussi de l'autre côté les gens qui vont commencer à créer du contenu puis qui vont se mettre de la pression en se disant « Ok, mais là, je crée du contenu, fait faut que je fasse des vidéos, des podcasts, des articles de blog, des posts, des stories, des carousels. On m'a dit que TikTok, c'était une bonne idée, fait que je vais aller aussi sur TikTok, puis Clubhouse, Snapchat, puis là, ils se mettent comme une to-do list qui fait juste pas de sens, puis évidemment, ils arrivent à le tenir 2 jours, ils abandonnent au 3e, puis après ça, la création de contenu, c'est pas fait pour eux. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut comme que tu priorises quand tu commences, puis même en général, tu sais, pour tes ressources sont toujours limitées, même si t'es une équipe de 1000 personnes. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu dises, OK, j'ai plein d'affaires que je peux faire, puis j'ai comme un univers de possibilités en création de contenu ou en quoi que ce soit, en fait. Là. Puis c'est comme, OK, ben dans ces 1000 choses-là, c'est quoi que je pense qui va m'amener le plus de résultats ou que je vais plus aimer faire, qui va être plus facile. Puis à un moment donné, ben faut choisir son camp. Ouais, exact. C'est important d'être indulgent envers soi-même. C'est quelque chose que je dis moi aussi beaucoup au niveau de la cybersécurité, des bonnes pratiques en ligne. Je dis à mon monde, soyez indulgent, une étape à la fois, une journée à la fois. Si tu veux juste te prendre une après-midi de temps et dire ok, c'est réglé, tu vas faire une overdose de sécurité, ça ne te tentera plus. C'est la même chose pour la création de contenu, d'y aller un pas à la fois, une étape à la fois. De pas s'attendre à être parfait. Moi, quand je réécoute mes toutes premières vidéos d'il y a 1 an, j'étais comme, oulala, tu sais, mon ordi, je le tenais à bout de bras, j'avais pas le bon micro, tu sais, mais ça fait ce que je suis quand même aujourd'hui. Et pour faire du pouce, tu as mentionné quelque chose de vraiment intéressant. J'ai plus les mots exacts, mais tu parlais au niveau de l'expertise, puis, tu sais, si on dit notre contenu, hop, une semaine, on n'a plus rien à dire. Mais tu le dis que c'est faux, et je renchéris en disant que c'est faux, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas plusieurs experts dans un même domaine.
il y aurait juste un expert, parce que l'expert, il connaît tout, il dit tout, puis non, on a chacun notre propre couleur, on amène les choses de notre manière, on a notre personnalité. C'est ça qui est chouette, que ce soit au niveau de la cybersécurité, que ce soit au niveau des vidéos, que ce soit au niveau du marketing, chacun a sa couleur, puis il y a des clients à qui tu vas parler, à d'autres avec qui tu vas pas parler, ça va pas cliquer, puis c'est vraiment correct. Regarde, exemple, je ramène à la cybersécurité pour vous donner cet exemple-là. Moi, quand tu regardes là, le contenu que je crée, je n'invente rien. Hein. J'ai pas inventé qu'il fallait un mot de passe de 18 caractères. J'ai pas inventé qu'il fallait un mot de passe différent pour toutes tes plateformes. Et moi, je me suis beaucoup sentie imposteur au début en disant, tu sais, j'apprends rien aux gens. Elle est où ma valeur ajoutée? Mais ma valeur ajoutée, c'est que la façon dont je le dis, je le verbalise, peut-être ça va cliquer pour les gens. Ma valeur ajoutée, c'est d'accompagner les gens là-dedans parce que tout le monde le sait. C'est juste qu'on a besoin d'être accompagné là-dedans, d'être pris par la main. Donc, tout le monde a sa couleur, tout le monde a son unicité d'une certaine façon et de toute façon la perfection n'existe pas, puis c'est toujours un renouveau. Moi encore aujourd'hui au bout d'un an, et j'espère recevoir ce type de message encore pour la vie, des gens qui m'écrivent, qui me disent hey Emeline, cette vidéo peut-être ça t'aurais dû le raccourcir peut-être un petit peu, puis ça c'était peut-être pas nécessaire, puis je remercie ces personnes qui me donnent leur feedback parce que c'est riche, c'est très très riche. Puis si vous voyez des capsules vidéo puis ça vous fait réagir sur certaines choses, n'hésitez pas à aller le dire au créateur, au même titre que vous voudriez, avec bienveillance, tout se dit, mérite. Ouais. Au même titre qu'on voudrait le recevoir. Donc je pense que j'ai lancé plein d'idées, vous allez sûrement vouloir rebondir là-dessus, mais c'était mon ajout. On est tous uniques, on a tous notre valeur ajoutée. Le premier truc que je voudrais dire, c'est bravo en fait, parce que je pense que de être capable de recevoir des feedbacks comme ça et de bien le prendre puis de pas le prendre personnel, tu sais, de le prendre, la critique ou le conseil, il est fait sur autre chose que moi. Il est pas fait sur moi, il est fait sur quelque chose que j'ai créé. Et donc c'est vraiment correct, c'est à l'extérieur. Mais je pense que ça, il faut avoir quand même beaucoup de confiance pour être capable de faire ça. Parce que le moindrement que ta confiance elle est relativement pas stable, puis il y a des personnes qui arrivent et qui te disent hey, tu aurais pu faire ça comme ça, tu aurais pu faire ça comme ça, c'est sûr que ça peut relativement faire mal. Donc ça, c'est vraiment bien que tu sois capable de faire ça et de recevoir ce genre de feedback-là. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et l'autre truc, tu l'as très bien dit, on pourrait être les trois ici à vendre le même genre de service, et juste parce qu'on n'est pas la même personne et qu'on n'a pas les mêmes types de qualités et le même genre de personnalité, notre produit à la fin serait pas le même. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le comprendre, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui je parle qui se comparent à plein de concurrents et qui disent mais il y a d'autres personnes qui font qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que le monde viendrait me voir? Premièrement, il y a plusieurs raisons, et t'es ta propre personne, puis tu l'as très bien dit, donc je répéterai pas ça. Mais même si on était dans un monde où est-ce qu'on était littéralement les trois mêmes personnes, on ne pourrait pas avoir assez de temps dans notre journée pour prendre tous les clients. Donc même si on était littéralement 3 Charles, on a tous 24 heures dans notre journée. Donc si tu vends des programmes de genre 12 heures, de comme accompagnement de 12 heures, un peu comme que je fais, tu pourrais pas en prendre plein. Fait à 3, on pourrait sûrement avoir pas mal de clients ici à Montréal, mais on pourrait même pas être partout dans le monde. Donc, même si on était tous pareils, je pense qu'il y aurait assez de clients pour que nous trois, on puisse avoir nos propres banques de clients. Mais en plus de ça, on n'est pas pareil, donc clairement, les personnes c'est pas le même genre de personnes qui nous écoutent, quoi. Ouais. Puis c'est drôle parce que là, vous en parlez comme nous, comme entreprise de service, on va dire, ou comme solopreneur, peu importe. Mais c'est exactement la même chose pour... nous, on travaille beaucoup avec des entreprises qui vendent des produits, des e-commerce, ou même des entreprises qui ont pignon sur rue puis qui vendent en partie en ligne, tout ça. Puis c'est exactement le même concept, dans le sens où quelqu'un qui a un problème, il peut aller résoudre son problème chez toi, mais il peut aller résoudre son problème chez 12 autres compétiteurs. Puis de base, s'il veut résoudre son problème pour le moins cher possible, on le sait qu'il va aller sur Amazon ou chez Walmart, il va aller dans une grande surface que les prix priment puis qu'il sait qu'il va pouvoir résoudre son problème pour le moins cher possible. Même chose pour nous, si quelqu'un veut résoudre son problème le moins cher possible, il va aller sur une plateforme où il va trouver quelqu'un qui commence, qui est pas trop cher. Il va magasiner par le prix, puis il va se trouver quelqu'un qui
peut-être t'as pas les mêmes compétences, peu importe, mais qui chargent pas cher. Fait que ça, c'est réglé. Ces clients-là trouvent déjà chaussures à leurs pieds, mais après ça, il y a tout le reste. Puis, tout le reste de ces gens-là magasinent pas juste la solution à leurs problèmes. Tu sais, en copywriting puis en persuasion en général, on dit les gens magasinent pas des caractéristiques, ils magasinent des bénéfices, mais ça va plus loin que ça, ils magasinent pas juste des bénéfices, parce que des bénéfices, tu peux vendre les mêmes bénéfices que quelqu'un d'autre, mais ils magasinent aussi une identité. Et donc, ils cherchent une identité de marque ou de personnes comme nous ou de marque pour une grande bannière, peu importe, qui va les rejoindre plus que les autres, qui va plus correspondre à ses valeurs ou qui va plus correspondre à l'envie, au sentiment qu'il y a, de la façon qu'il a envie de se faire accompagner ou de la façon qu'il a envie de se faire vendre. Puis c'est pour ça que pour les mêmes vêtements qui pourraient se ressembler du tout au tout, il y a des gens qui vont préférer aller à des places très classes, très professionnelles parce qu'ils ont envie que les vêtements qu'ils portent leur donnent ce feeling-là, puis ils vont signaler à eux-mêmes, moi je suis quelqu'un de professionnel, je suis quelqu'un de classe. Puis il y en a d'autres qui vont aller à des places plus jeune et branché pour se dire moi je suis pas professionnel sérieux, je suis quelqu'un de plus branché là. Bon, je sais pas quel terme ces gens-là utilisent, mais cool et jeune, I guess. Cool, je sais pas. Ça sonne tellement vieille personne. Ouais. Jeune là, tu sais. Mais c'est ça. Puis c'est pareil pour littéralement tous les produits et tous les services, sauf peut-être les industries où les industries plus plates, où les industries sont moins connues, ou les industries que il n'y a pas beaucoup de compétition, ou en tout cas qu'on ne le sait pas trop. Du moment où une entreprise se met à se différencier, même si c'est pas beaucoup, elle ramasse un peu tout. Là, je pense au TI, je pense même à la cybersécurité, la rénovation, la construction, c'est tous des domaines où historiquement, on va dire, de façon générale, c'est un peu plat. Tout le monde se ressemble, puis c'est soit parce que c'est pas connu, soit parce que, je pense à la construction ou à la rénovation, ils ont de la job en masse. Pourquoi un électricien se branderait puis travaillerait là-dessus s'il y a déjà tous ses clients? Bon, ben, tant mieux pour lui, puis c'est bien correct. Mais il y a d'autres domaines où c'est juste, le nombre d'entreprises de TI, moi, que j'ai vu passer, puis que le site se ressemble tout. C'est toute une entreprise de TI, c'est tout fiable, puis c'est tout un site un peu gris-bleu, un thème WordPress très, très, très affiché, avec un ton professionnel parce que tu veux donner à l'impression aux gens que tu connais ton affaire. Fait que ça se ressemble tout. Puis après ça, ben, quand je magasine une entreprise de TI, ça va être le vendeur qui va plus me convaincre que je vais choisir, mais j'ai pas d'autres arguments pour voir s'il y en a une qui m'intéresse plus. C'est un peu tout. Ouais. Tout pareil. On perd beaucoup le côté humain. Dans ces cas-là, il y a certains domaines où c'est difficile de remettre l'humain en avant-plan. Et pourtant, je trouve que moi, je le vois depuis 1 an. Hein. Je vous disais, moi, je suis à mon compte depuis 9 mois officiellement. Il y a 1 an, j'ai parti le projet et je le vois à quel point l'humain est hyper important. Depuis le début, je me dis, mais le B2B, là, ça n'existe pas. C'est du H2H, c'est du humain à humain. Tu contactes une personne, puis tu vois si ça donne suite ou non. Et en ce moment, pour la petite histoire, le nom de mon entreprise est 0 représentatif de ce que je fais. Le nom de mon entreprise, c'est EM Développement. C'est une entreprise qui existait déjà avant que je me parte à mon compte. Et j'avais comme cette coquille vide-là, qui était pour un tout autre projet initialement. Je me dis, tant qu'il soit là, on va l'utiliser. Et ça ne m'a pas empêché d'avancer, ça ne m'a pas empêché d'évoluer parce que les gens achètent Emeline. Là, je suis dans une démarche en ce moment où je vais vouloir avoir une équipe, donc il va falloir quand même que je pense à rebrander tout ça, puis à pas me sortir, mais à faire de la place dans le cercle pour d'autres. Mais ça m'a pas empêché d'avancer en attendant. Puis c'est correct aussi parce que, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça revient un peu au perfectionnisme puis attendre que tout soit parfait, mais on est tellement plus dans l'humain que dans la perfection et dans l'authenticité plus. Vous en pensez quoi? Ben moi, je pense que c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Hier, je parlais avec une coach qui coach dans le fond des entrepreneurs à prendre leur place, I guess. Et c'est fou parce que ce qu'elle me racontait, c'est que chez les entrepreneurs, souvent, ils pensent qu'ils doivent vraiment créer leur brand sur l'entreprise, sur le logo de l'entreprise. Puis moi, c'est ce que je vois vraiment beaucoup depuis plusieurs années, c'est que les entrepreneurs, on dirait qu'ils veulent dire, je crée une entreprise, mais je crée un genre de truc, tu sais, je crée une entité à part entière qui n'est pas liée à eux. C'est comme je vais créer un produit, je vais être fier du produit, puis le produit va fonctionner, va être travaillé, puis moi je vais comme rien faire à côté. C'est comme si, non, mais moi ça me tente pas de parler de moi.
moi, ça ne me tente pas de parler de moi, c'est de l'entreprise, tu sais. Mais le truc, c'est que l'entreprise part de où? Comme l'entreprise, elle est pas née comme ça hier, puis elle est sortie de son lit, puis elle est allée travailler. L'entreprise est littéralement la continuation de toi, de tes idées, et donc l'histoire de l'entreprise est littéralement liée à la tienne, là, genre, elle vient pas de nulle part. Et donc, je pense que le brand de l'entreprise, anyway, pour les 6 à 12 premiers mois, clairement, doit être lié à la personne qui l'a créé. Et c'est comme tu l'as dit, tu sais, c'est du H to H. Le truc, c'est que dès que tu commences à faire des affaires avec d'autres personnes, tu t'en rends vite compte. L'entreprise est plus tant là. Lorsque tu envoies un email, la personne qui le signe, c'est pas l'entreprise, là. C'est toi, c'est ton propre nom. La personne qui a écrit le mail ou qui parle au téléphone avec des prospects, c'est pas l'entreprise, là. C'est toi, là. C'est toi ta personne. L'entreprise n'existe plus vraiment en tant que telle lorsque tu te mets à contacter d'autres personnes. Comme là, on se parle présentement. C'est pas mon entreprise, c'est pas votre entreprise qui se parle, c'est nous autres ensemble. Et donc, je pense que les entrepreneurs auraient beaucoup à gagner s'ils comprenaient que tout ce qui compte, c'est eux, puis leur propre comportement et leurs propres actions, puis qu'est-ce qu'ils disent en tant que personne. Puis même le B2B, tu vas contacter quelqu'un de l'entreprise, là. Tu vas contacter François qui travaille chez je sais pas trop où, mais c'est François, là, comme c'est à lui que tu vas parler, c'est pas l'entreprise en tant que telle. Donc c'est lui qu'il faut que tu comprennes, tu sais. Non, ouais, c'est pas moi ce que j'avais à dire. Excusez, j'ai comme arrêté Red, mais je savais pas trop. Non, mais moi, ça m'a fait penser à une image. Tu sais, si t'as la photo de 3 personnes qui travaillent au sein d'une même entreprise, mais avant de contacter l'entreprise, tu vas regarder c'est quoi la face de ces 3 personnes-là, puis avec laquelle tu as le sentiment, tu sais, comme tout de suite, tu as plus un sentiment d'appartenance, puis tu sais, une même énergie, et tu vas aller vers cette personne-là, avec clairement. Puis c'est la même chose, comme juste un petit truc très vite, c'est la même chose sur ce que tu trouves une job, tu sais. Ma copine, en ce moment, elle est en train de chercher un emploi, et tout ce que je répète presque, c'est OK, mais tu sais, peut-être que l'offre, elle est intéressante, mais tout ce qui compte, c'est dans l'entrevue, là. Comment est-ce que tu vas filer ces personnes-là? Puis on le voit, là, souvent qu'il y a un clash entre l'offre d'emploi puis l'entrevue, ou est-ce que lorsqu'elle revient, elle est comme bon, ben, ça fit pas vraiment. C'est pas vraiment qu'est-ce qui représentait sur l'offre d'emploi. Puis tout ce que je lui répète, c'est à la fin, tout ce qui importe, c'est les 3 personnes avec qui tu vas travailler à chaque jour dans l'entreprise. Peut-être que le boss peut être con, ok, fine, mais à la fin, c'est ta petite équipe. Ce qu'il faut que tu poses comme question pour l'entrevue, c'est avec qui est-ce que je vais travailler? Est-ce que je peux rencontrer ces personnes-là? Parce que si ça ne fit pas avec ces 3 personnes-là, c'est mort. Tu sais, c'est juste mort. Tu n'iras pas travailler là. Donc, c'est la même affaire lorsqu'on crée notre entreprise. Charles, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis entièrement d'accord avec vous, puis il y a ce facteur-là. Pour moi, c'est illégal d'avoir une entreprise, surtout de services où la personne est en contact, là, comme nous, là, on travaille directement avec nos clients, puis c'est pas comme si on leur shippait quelque chose, puis après ça, ils servent de leur affaire. T'sais. C'est illégal de pas se servir de son personal brand quand on a une entreprise ou qu'on est solopreneur. Ensuite, pour moi, c'est encore possible aujourd'hui, surtout une entreprise moins personnelle, comme une entreprise de produits ou même une entreprise de services, genre des plus gros cabinets, ce genre de choses-là. C'est encore possible aujourd'hui de pas marketer une entreprise en marketant les humains derrière. Mais, et surtout, tu l'as dit, je pense, Emeline, pour la première année, c'est vraiment se tirer des balles dans le pied, mais continuellement, parce que c'est tellement un énorme atout qu'on a contre des plus gros compétiteurs qui sont moins personnels, justement. Puis c'est tellement... À mon avis, ça se fait de créer une entreprise qui est séparée de toi et de l'humaniser avec quelque chose d'autre que ta propre personnalité. Je pense que ça se fait. Mais effort pour faire ça versus effort pour prendre ses propres traits humains et d'en incorporer dans sa business, ben c'est tellement plus facile de faire de cette façon-là. Puis de toute façon, c'est tellement plus facile d'avoir une cohérence aussi, parce que c'est bien beau de s'inventer une personnalité à côté pour sa business, mais si après ça, toi, t'es pas capable de l'incarner avec ton équipe, ou t'es pas capable de l'incarner avec tes clients parce que ça fit pas avec toi, fait que là, t'attires du staff qui est pas capable de l'incarner non plus, ben c'est super débranché. Puis là, ben, un peu comme les offres d'emploi, tu vends quelque chose qui est très basé sur des cases à cocher de oui, notre entreprise, elle fait confiance aux gens, puis on est inclusif, puis on est machin, mais après ça, personne l'incarne, fait que
quand tes clients appellent, ton service à la clientèle n'est pas super sympathique, ou il ne fit pas avec ce que tu t'attends. C'est comme appeler dans une compagnie qui a un marketing super jeune et cool, puis après ça de faire parler monsieur, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, de façon super sérieuse, puis beaucoup trop professionnelle, puis tu fais comme... Ben c'est correct, c'est pas plus grave que ça, mais j'ai pas l'impression que c'est la compagnie que j'ai appelée. J'ai l'impression que c'est un call center à une autre place qui se sont juste dit je vais être professionnel, puis c'est pas ça que je voulais. Je sens pas que je corresponds à l'entreprise. Comme pour travailler là ou pour être client, c'est un peu la même chose, là. Puis après ça, quand la business devient très grande, à mon avis, à ce moment-là, ça devient plus stratégique. Parce que des grosses business, c'est moins comme une personne au top, mais plus des fois des comités ou des groupes de personnes. Puis là, c'est de voir, est-ce que les valeurs communes de ces groupes de personnes-là peuvent se refléter quelque chose qui devient l'humanisation de l'entreprise? Ou est-ce que c'est qu'une seule personne? Je pense à des entreprises comme Elon Musk là, et ses entreprises, c'est très centré sur lui dans le marketing autour. Puis il y en a qui vont dire c'est une excellente idée, c'est tellement la bonne chose à faire, puis c'est autour du fondateur. Puis il y en a d'autres qui vont dire ouais, mais s'il meurt, est-ce que Tesla, la moitié de sa valeur, passe que par lui, puis si Elon Musk meurt, Tesla perd juste la moitié de sa valeur de marketing, je veux dire, là, pas de produit ou quoi que ce soit, parce que les produits changeraient peut-être pas, mais c'est pareil pour les Steve Jobs. C'est comme ça devient comme une décision à prendre de façon plus en réfléchissant, tandis que pour une business qui veut être moins de 100 personnes, à la limite, c'est comme, regarde, les humains sont là, prends-les puis fais quelque chose avec, parce que sinon tu pars à côté, puis ça peut peut-être marcher, mais bien moins que si tu t'enlignes autrement. Ça me fait réagir, peut-être une mini chose justement ce que tu dis, et je vais dans le même sens sur l'image qu'on peut dégager dans certains contextes, et dans d'autres de toujours être cohérent aussi. Tu vois, en ce moment je travaille avec une styliste parce que tu sais, moi j'aime ça bien m'habiller, mais là je suis en train de chercher mon identité aussi là-dedans. Moi j'ai vraiment eu un clash dans le sens où j'ai travaillé dans le communautaire. Donc le communautaire c'est relax, c'est jogging, c'est jeans, puis j'ai travaillé dans le milieu bancaire, donc vraiment la plus corpo et tout. Fait que je connais ces deux milieux, puis je voudrais être un entre-deux. C'est l'image que je veux incarner. Donc je travaille avec une styliste pour ça, et ce que je lui disais c'est que oui, quand je veux rencontrer mon chef d'entreprise, je veux être bien habillée, et puis quand je vais être en formation avec une gang, je vais être plus confo. Et là, elle me dit attention, parce que ce pourquoi ton gestionnaire, ton dirigeant, il a payé, c'est la première image. Si tu arrives en formation, puis là, tu es un petit peu plus relax, ça peut peut-être faire un clash. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à ça. On se cherche et c'est normal, mais de rester constant et fidèle à soi-même aussi. Puis ça veut pas dire que je vais être moins friendly, tu sais, être habillée plus propre, ça veut pas dire que je vais être moins friendly puis que je vais moins vulgariser mes concepts. Si c'est là-dedans que je suis confortable et que je suis cohérente, c'est correct aussi. Tu voulais nous relancer sur d'autres choses, je pense. Ah ben moi j'aurais juste... Je suis ouais. D'accord. Ben oui, vas-y. Ah ouais, j'avais juste un petit truc à dire, c'est ça. Charles, tu as dit tantôt en parlant des concurrents, tu sais, même les compagnies qui créent des produits, tu sais, ils ont leurs propres concurrents. Puis souvent, lorsqu'il y a des entrepreneurs qui me disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que je ferais qu'est-ce que je fais? » Parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Tu sais, moi je suis genre « Mais est-ce que tu as été à la pharmacie? » Dans les rangées, là. Putain, il y a littéralement... Est-ce que vous avez été dans la rangée des pâtes à dents, là? Tu sais, genre, juste ça, là. C'est incroyable, là. Genre, c'est incroyable. Lorsque tu vas à l'épicerie, là, il y a des concurrents partout, là. Il y en a 1000 pour le même produit, là. Tu sais même plus tu ne sais même plus quel prendre parce qu'il y en a trop, là. Fait que je trouve que c'est très ironique de voir des entrepreneurs dire pourquoi est-ce que je me lancerais s'il y en a d'autres qui font qu'est-ce que je fais quand que littéralement à la pharmacie, à l'épicerie, à la SAC, il y a énormément de bouteilles, puis ça n'empêche personne aussi d'essayer de percer puis de prendre sa part de marché. Puis un autre truc aussi, c'est que lorsque l'on vient à notre propre valeur et de créer de la valeur, le truc, tu sais, c'est comme tu as dit tantôt, Charles, peut-être qu'il y a des clients qui vont prendre le moins cher, fine. Ces personnes-là, on ne peut pas les changer, mais ces personnes-là, c'est parce qu'ils voient pas la valeur dans qu'est-ce que tu fais. Par exemple, moi, je ne m'achète pas des chaussures plus que 100 $. Et ma voiture, je m'en fous si elle me coûte 15 000, puis c'est pas une voiture qui est très de luxe. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont acheter des voitures qui sont à 150 000, puis c'est vraiment correct. Et le truc, c'est que je parlais de ça avec ma grande sœur qui veut essayer de se lancer
à son compte et ironiquement, elle me racontait que son copain, la veille, s'était acheté une machine à café à 2000 pièces. Et elle ne comprenait pas ça. Et donc, j'étais comme, tu comprends pas ça? C'est correct, mais ça fait vraiment beaucoup de sens. Il y a des machines à café à 15 000 pièces, il y en a à 2000 pièces. La mienne est à 200 pièces parce que c'est la valeur, c'était un cadeau de fête, mais bon. C'est la valeur, c'est elle que j'aurais choisie. Et donc, le truc, c'est que je trouvais ça très, très ironique, l'entendre dire pourquoi est-ce que le monde vient me voir lorsqu'il y en a des moins chers. Quand elle me racontait que son copain, pour lui, c'était 2000 pièces que ça valait, mais pour elle, c'était pas ça. Et donc, j'étais comme, souviens-toi de la machine à café à 2000 pièces. OK? Et donc, ton copain, pour lui, ça vaut 2000 pièces, pour toi, ça vaut 50 pièces. Donc, c'est la même chose pour tous les autres services, pour tous les autres produits. Et donc, il faut essayer de voir le monde comme ça, où est-ce que la valeur, elle est perçue autrement par d'autres personnes. Et c'est vraiment correct, il faut pas le prendre personnel. C'est vraiment correct, là. Exact. Il y a des besoins. Tu sais, chaque personne a ses propres besoins, puis chaque entreprise peut répondre à ces besoins-là ou non. Mais c'est clairement un peu le discours là, tu sais, sur l'entrepreneuriat, même à la limite sur les solopreneurs, peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais tu sais, c'est l'idée de pour me partir une business, il faut que j'aille l'idée, là. Tu sais, il faut que j'aille the thing, là, l'affaire qui va tout changer, là. Je vais disrupt mon milieu, puis je vais créer la nouvelle start-up du machin. Puis au final, c'est tellement comme un tout petit créneau d'entreprises qui vont se créer avec ce nouveau concept révolutionnaire. Tandis que la majorité vont possiblement innover. Tu sais, mais pas jour zéro sur mon plan d'affaires, je sais exactement tout, je connais tout, mais ça va plus être en mode, je crée mon truc, puis là je me rends compte qu'il y a un besoin qui n'est pas nécessairement bien répondu en ce moment, ou d'une façon que moi je le réponds qui est différente des autres, ou il y a plein de domaines. Mettons, je dis n'importe quoi, mais un scénario qui pourrait arriver, c'est moi je trippe assurance. On va dire, scénario hypothétique, évidemment, c'est pas du tout vrai. Mais scénario hypothétique. Je trippe assurance. Personne n'aime ça, les assurances. Tout le monde trouve ça compliqué. Fait que je me lance, puis je me rends compte que je suis bon pour vulgariser les concepts d'assurance à mes clients. Fait que tu sais, ça va assez bien au début, mais en réalité, il y en a d'autres courtiers d'assurance qui sont bons pour vulgariser. Je suis pas le premier. Mais au fil du temps, je me rends compte que ce qui fait la différence auprès de mes clients, puis ce qui fait en sorte que je garde mes clients, ben, c'est mon approche qui est très, très très clair, j'arrive à vulgariser ça, puis ils aiment mon côté no bullshit, on va dire. T'sais, ils aiment ça, le fait que je suis capable de leur proposer différents plans, puis que je suis pas toujours en train de leur vendre la même place d'assurance, puis ils se sentent mieux conseillés. Ben, ça m'aura pris 1 an, 2 ans, 3 ans avant de déterminer avec confiance que, regarde, c'est vraiment des points où je le sais que je suis meilleur que tout le monde, puis je le sais que mes clients restent à cause de ça, ou je sais que je les attire. Puis à ce moment-là, je vais prendre ces éléments-là, puis je vais dire comment je peux mieux les communiquer dans mon marketing, comment je peux mieux me positionner concrètement face à ça en disant, par exemple, regarde mes clients satisfaits puis regarde ce qu'ils disent de moi à propos de mon approche qui est vraiment plus claire ou comment je pourrais prouver ça. Mais j'ai pas parti ma business ou j'ai pas commencé en ayant tout de suite cette idée en tête en disant, moi je vais être l'assureur no bullshit puis l'assureur transparent. Ça m'a repris des années avant de voir exactement comment ça se constitue, comment ça se fait. Puis bon, là c'était comme l'idée un peu cliché, mais c'est pareil dans n'importe quel domaine, c'est pareil dans n'importe quelle industrie, qu'elle soit plus sophistiquée que d'autres en termes de marché. C'est un peu toujours la même chose. Puis ça peut prendre du temps, puis c'est bien correct. Faut arrêter de se dire que si je pars une business qui ressemble un peu à une autre, c'est poche. Mais en même temps, partir une business en regardant les autres et en essayant de les imiter, c'est pas mieux non plus. Il faut prendre son propre chemin, même si ça veut dire des fois de piétiner sur le chemin que des autres ont déjà pris, mais faut pas juste suivre le chemin des autres. Il y a un juste milieu à créer. Je vais faire un segue sur quelque chose qu'on parlait tantôt. Tantôt, Emeline, on parlait de contenu, cybersécurité et tout ça. Puis je parlais des milieux où c'est plus nouveau que d'autres, qu'on en entend moins parler. Moi, la cybersécurité, c'est quelque chose que j'entends toujours un peu parler, mais comme loin. C'est pas comme le sujet de l'heure. Puis je pense que ça s'explique, tu le sais probablement mieux que moi, mais c'est pas un milieu où intuitivement, mettons, des entreprises ou des individus vont se dire « Ok, je veux faire ça out of the blue » parce que souvent, qu'est-ce qu'une entreprise veut? C'est comme je veux faire plus de profit, je veux faire plus de ventes. Fait que c'est comme, OK, je veux faire du marketing, OK, ça va plus dans ces directions-là.
ou ok, je veux recruter, mettons, des trucs comme ça qui sont plus prioritaires puis urgents. Tandis qu'on s'entend que la cybersécurité, c'est pas pour autant comme pas important, tu sais. Mais comment tu vois un peu ce milieu-là du fait que c'est quelque chose qui est pas comme prioritaire, tu sais, je dis pas ça en réduisant l'importance du truc, mais c'est un peu la perception que beaucoup d'entreprises peuvent se faire de la cybersécurité, c'est comme ah ben là, j'ai pas l'argent pour ça, ça devrait pas arriver, fait que tant pis. Là. Écoute, je travaille avec ça tous les jours, donc ça vient vraiment pas réduire ou minimiser ou quoi que ce soit, c'est une réalité à 300% et on a beaucoup de fausses croyances en lien avec la cybercriminalité. Tu sais, tu viens d'en nommer une, de dire ça coûte trop cher. Ben, tu sais, non, pas nécessairement. C'est un peu comme tout. On a, tu sais, aussi par rapport à la taille. Ah, je suis trop petit pour me faire pirater. Pourquoi j'intéresserais les pirates? Ah, j'ai déjà un bon antivirus. Bon, tu sais, je suis confrontée à ça tous les jours. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas savoir les choses qu'on ignore. Tu sais, c'est un petit peu comme je veux m'en aller en vacances. Puis je cherche quelque part, puis là, moi, je sais même pas qu'Hawaï existe. C'est Hawaï que je veux, mais je sais même pas que ça existe, fait que tu choisiras jamais Hawaï. Tu sais, on ignore les choses qu'on ne sait pas, donc c'est un peu mon travail, c'est de l'éducation dans un premier temps. Tu sais, je peux pas shaker les gens puis leur dire oui, t'as besoin, passe à l'action maintenant. Non, j'aime mieux leur passer des petits messages, mettre des graines dans nos têtes sur des choses qu'on fait et qu'on réalise que c'est peut-être pas top de faire ça de cette façon-là, ultimement. Donc c'est un peu, tu prenais le milieu des assurances, c'est un peu le milieu des assurances, c'est pas sexy non plus. Tu sais, on dit je tomberais pas malade. Bon, on n'en sait rien en vrai, mais c'est un peu les mêmes probabilités aussi. Puis c'est sûr qu'il y a certains domaines qui sont plus à risque que d'autres, c'est sûr qu'il y a certaines structures qui sont plus à risque que d'autres, mais quand on regarde au niveau personnel, il y a plein de gens perso, tu sais, leur Facebook perso ou quoi qui se fait hacker aussi, donc comme ça arrive à tout le monde, mais oui, c'est quelque chose auquel on fait face. Donc, au même titre que tantôt je disais, soyons indulgents, c'est un processus, ben ça aussi c'est un processus. Ben, moi, je ferai avaler de force à personne mon contenu, et je veux des gens qui soient minimalement sensibilisés. Puis même quand je vais en entreprise, parce que moi c'est de la formation, c'est vraiment plus l'aspect humain, quand je vais en entreprise, ben, je garde en tête que les gens qui sont assis en face de moi, ils sont pas volontaires à la base, ils sont pas... Ça leur tente pas, c'est leur boss qui a dit assieds-toi 1 heure avec Emeline puis écoute-la. Donc c'est mon travail aussi, c'est vrai. C'est mon travail d'aller chercher leur motivation intrinsèque, de dire qu'est-ce que je peux parler autre que la job qui va les toucher. Parce que les bonnes pratiques qu'on va mettre en place dans nos propres vies perso ou pour nos jeunes ou pour nos parents, parce que des fois on pense aux autres avant de penser à soi, mais ces bonnes pratiques-là, on va les incarner, on va les intégrer et elles vont être intégrées dans l'entreprise aussi ensuite. Donc, et je me suis posé la question pour vrai de dire, Emeline, est-ce que là tu t'embarques dans quelque chose? Est-ce que tu es prête à répéter la même chose pendant 20 ans? Bon, la réponse est oui, puis de toute façon, on dit, on se renouvelle, on se recycle, hein. Mais non, c'est un fait. C'est un fait. Et c'est correct. Chacun va à son rythme. Au même titre que moi, je suis très très résistante probablement à certaines choses dont j'aurais besoin, mais que je le vois pas encore. C'est normal, c'est humain. Ben, j'aimerais dire vraiment un gros bravo, en fait, pour ce que tu fais, parce que qu'est-ce que tu vends, c'est relativement pas simple à vendre. Et je le dis en connaissance de cause, j'ai travaillé chez Lextart, qui est un cabinet d'avocats, pendant 4 ans. Et j'ai vendu ce genre de service-là. T'sais, il a fallu qu'on fasse du marketing pour des services juridiques chez les entrepreneurs. Et là-dedans, il y avait la protection et là-dedans, il y avait la protection des données personnelles. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que des trucs comme ça, des trucs comme souvent comme la cybersécurité ou des services juridiques, c'est relativement la même chose que de vendre des assurances. Parce que tu vends un truc que tu n'en as pas de besoin jusqu'à temps que ça va mal. Des services juridiques, tu signes un contrat, ça sert absolument à rien, mais lorsque ça va mal, tu es très content d'avoir signé un contrat. Donc, c'est la même affaire pour la cybersécurité, c'est comme, ça sert pas à grand-chose de mettre des mots de passe qui sont complexes jusqu'à temps où est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre sur ton Facebook ou que tu as comme installé des trucs sur ton Facebook pour que s'il y a quelqu'un qui est le pirate, ben, que ça soit simple de récupérer ton compte Facebook. Mais si tu n'as pas fait ça, ça va vraiment mal. Et en 2018, je me suis fait pirater mon compte Facebook. Ça m'a pris 3 mois pour le réavoir et on a dû payer
un notaire pour signer tous les documents pour prouver que moi, j'étais bien Isaël Morin. Parce que pour ceux-là qui ne le savent pas, un compte Facebook, il y en a un par être humain. Et si tu le perds, ça va pas bien. Là. Il y a Facebook qui va te demander de leur envoyer une photo de ta face bien éclairée pour que les personnes de Facebook puissent voir que c'est vraiment toi. Et donc, il y a plein d'affaires comme ça que le monde ne savent pas, que l'on prend pour acquis. Que l'on prend pour acquis que tout est sécuritaire, que c'est pas si grave si je mets des mots de passe et tout, comme qui sont simples. Et donc, ce que tu vends, c'est vraiment pas simple à vendre. Parce que pourquoi? Pourquoi est-ce que je te paierais toi, tu sais, quand tout va bien? Parce que c'est pas en priorité maintenant. Donc, non, c'est vraiment pas simple à vendre. C'est pas juste comme vendre une voiture où est-ce que là, le besoin, c'est qu'il faut que j'aille une voiture parce que je vais travailler plus loin. Bon, ben là, tu sais pourquoi est-ce que tu l'achètes. Mais ce que tu vends, c'est comme, hey, venez me voir, mais en même temps, genre, si je fais bien ma job, tu ne sauras même pas pourquoi est-ce que tu as payé. Parce que ça va bien aller. Donc, c'est un peu ça, tu sais. Ouais, exact. Ça me fait toujours rire, mais t'as 100% raison. Mais je pense que ça peut être transposé dans d'autres domaines aussi, tu sais. Niveau, je sais pas, de ton côté, toi, Charles, au niveau marketing, est-ce que tu le ressens aussi, certaines façons, certains clients, certaines résistances? J'imagine que oui. Oui, mais en fait, nous, où est-ce qu'on est dans l'évolution marketing d'un client, si quelqu'un est pas sûr de son besoin, c'est pas nécessairement avec nous qu'il va travailler. On est surtout comme en mode, tu vois déjà le potentiel, tu sais déjà parce que tu as déjà testé. Nous, on va le pousser plus loin. Puis donc, c'est pas quelque chose directement qu'on fait face, mais ça reste que dans ton cas, ce que ça me faisait penser, c'est que, tu sais, nous disons en signant le bail pour nos bureaux, là, on a des petits bureaux, mais tu sais, ça nous prenait une assurance responsabilité civile, ça nous prenait des assurances, tu sais, les trucs de base pour être sûr que, que si jamais il y avait des problèmes qui se passaient, ben, ce serait pas un souci. Mais je sais pas si tu sais, ça m'est venu de faire le parallèle de ça. Je sais pas si ça existe déjà, mais il me semble que moi, si j'investis dans une compagnie, ou tu sais, une banque qui fait un prêt ou la VNC, peu importe, tu sais, une banque qui fait un prêt ou une compagnie qui investit, dans ma liste de critères, clairement, ce serait il faut que les dirigeants, ou il faut que il y ait une formation, ou il y ait quelque chose par rapport à ça. À la limite, ça devrait être pas nécessairement obligatoire, mais tu sais, de la même façon que il faut qu'on fasse nos rapports d'impôts chaque année, puis qu'il faut qu'on déclare tout ça. Il pourrait avoir un système qui impose indirectement à plein d'entreprises de s'informer là-dessus. Un peu comme pour des entreprises, du moment où il y a plusieurs personnes, il faut qu'il y ait un secouriste qui est certifié par la CSST, la CNSST en milieu de travail, pour les allergies, pour ce genre de choses-là. Mais ça devrait être quelque chose qui vient dans ces normes-là, parce que, comme tu dis, on s'en fout tant qu'il se passe rien, puis c'est tellement, tu sais, un peu comme les allergies, tu sais, puis le secourisme, on s'en fout tant qu'il se passe rien, mais le jour où ça l'arrive, perdre toutes ses données, là, perdre tout son travail, ça va mal, l'investisseur qui sera pas content là, tu sais, il y a comme un niveau de conséquences qui est comme extrêmement grave pour tout le monde, tu sais. J'avais entendu parler d'hôpitaux qui étaient complètement bloqués parce qu'ils avaient reçu comme un virus partout, puis on s'entend un hôpital, c'est une autre game, clairement une autre game que « Oh non, j'ai perdu des fichiers de publicité puis des accès », mais là c'est comme OK, mais qu'est-ce qui se passe? Les conséquences sont énormes de façon négative, là, fait que ça pourrait être quelque chose qui... Moi, je vois clairement un jour ça rentrer dans des genres de normes pour que, tu sais, n'importe quelle entreprise, on va dire, qui fait plus de 1 million de chiffre d'affaires doit forcément se qualifier ou former son staff ou avoir quelqu'un qui gère ça puis qui est noté pour ça puis qui se tient à jour là-dessus, parce que ben, de plus en plus que le temps avance, de plus en plus que toutes les entreprises forcément se numérisent puis deviennent dépendantes de ça, puis deviennent à risque aussi sans le savoir, là. On a quelque chose qui s'en vient assez rapidement aussi. On a la loi 25 qui est anciennement le projet de loi 64 qui s'en vient, qui va... Et puis, c'est quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille. Parce qu'encore une fois, on peut être très petit. Puis, en fait, ce qu'on veut protéger aussi, c'est les données des clients. Parce qu'on a masse de fuites de données actuellement. Et là, c'est les données de tes clients qui fuitent sur le web. Puis, ben, elle est où la responsabilité par rapport à ça?
elle est où la faute et elle est où la responsabilité. Donc ça vient un peu encadrer tout ça, la loi qui vient moderniser la protection. Au niveau assurance, il va y avoir aussi des cyberassurances. Par contre, ça c'est un petit peu à double tranchant dans le sens où il y a des gens qui prennent des assurances, qui prennent des avenants et qui disent « je suis protégé ». Ben non, je suis d'accord avec toi qu'il faut mettre de la formation quand même, parce que moi je suis assurée à la maison, hein, mais j'ai pas le temps que mon chauffe-eau il pète. Je suis au 3e étage, ça va faire du dégât, j'ai pas le temps. Mais quand même, même si on a une cyberassurance, il faut quand même mettre tout en notre pouvoir pour éviter que ça arrive, parce que et c'est au-delà de la perte de données, il y a la perte d'argent, il y a la perte de réputation, il y a l'arrêt d'activité. Mais oui, la réputation. C'est malade ça. Je pense que c'est ça qui te tue en très peu de temps. Là. C'est le monde te font plus confiance, comme on fait plus confiance à la caisse. En tout cas, moi, je fais plus confiance. Donc, il y a ça qui se passe très vite. Si tu perds les numéros de carte de crédit de tous tes clients, tu perds toute ta business. C'est comme, c'est vraiment la réputation qui joue en premier lieu. Après ça, c'est l'argent, selon moi. Là. Mais je t'ai coupé. Ouais. Excuse-moi. Non, j'allais au bout de mon idée par rapport à que oui, ça s'en vient. Il y a des lois qui s'en viennent. Mais au niveau de l'humain, on va beaucoup... Et c'est mon cheval de bataille, hein. Mais on va beaucoup miser sur le technologique, les infrastructures, les ordis, et encore très peu sur l'humain. Et on va retirer les accès à l'humain, qu'il ait accès à rien, mais on s'entend, il y aura toujours un humain derrière son écran, donc autant l'accompagner là-dedans. Mais ouais. Il y a une de mes clientes qui travaille pour une des plus grosses compagnie d'assurance de toute la province ou de tout le pays. Donc, je suis pas sûr que je peux dire le nom, mais bon, on est capable de comprendre assez vite. Mais eux autres, ils ont tellement de formation là-dessus. Et 2 fois par année, ils ont un test. Donc, il y a un de leurs superviseurs qui leur envoie un genre de texto, un truc comme ça. Et si ils se font prendre dans la trappe, ben je pense qu'ils doivent repasser la formation. Ils sont obligés de repasser plusieurs heures de formation. Et donc, et ça tombe, et ce qu'elle me racontait, c'est que ça tombe dans des moments où ils sont très occupés, comme ils doivent courir partout, puis là, ils reçoivent un genre de message sur Slack ou un truc comme ça, genre « Hey, est-ce que tu pourrais m'envoyer la facture pour le cadeau que t'es allé acheter pour le party de Noël ou un truc comme ça? » Puis si elle répond et elle envoie la facture, là, elle doit repasser toutes les choses. Et donc ça, j'ai fait « Oh my God, c'est quand même incroyable. » Et aussi avec l'Extart, tu sais, puis là, je sais pas si je peux le dire, là, donc, mais bon, je pense que je peux le dire. Lorsqu'on a fait le partenariat avec la Banque nationale, Charles, tu as dit tantôt, comme il faudrait que ça soit inclus dans des partenariats ou des trucs comme ça, mais ça l'est, là. Ça l'est. Et même si tu n'as pas signé, là, même si tu n'as pas signé le partenariat, il faut que tu dépenses vraiment beaucoup d'argent pour que toute ta plateforme, tout ton site web soit sécurisé et tu n'es même pas sûr encore de signer avec un gros partenaire. Et je me rappelle que c'était ça qui était le plus dur à faire. C'était vraiment de sécuriser tout ça pour être sûr que des gros joueurs nous approchent. Mais c'était même pas sûr que l'on aurait signé. C'était juste pour être sûr que ça soit tellement sécuritaire que ça passe. Puis c'était après aussi le truc de la caisse. Donc, quand toutes les banques se sont rendues compte qu'il n'y en avait aucune qui était protégée, parce que il n'y avait aucune banque, selon ce que j'ai entendu, qui était protégée. C'est juste la caisse qui était la première, mais ça aurait pu être n'importe quelle banque. Donc ça, il faut se le rappeler que le monde ne faisait pas très attention jusqu'à temps que la caisse arrive. Selon moi, là, selon ce que j'ai entendu. C'est vrai, hein? C'est fou. Et de ton côté, Isaël, quels sont les projets de ton côté? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, puis je sais pas si tu es à l'aise d'en parler un petit peu plus, mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, tu parlais que tu avais des clients et tout. Est-ce que tu veux nous partager ces belles victoires-là? Ouais, ben en fait, je trouvais ça très intéressant que tu sois là, puis c'est pour ça que je voulais que tu sois là, c'est parce que tu as comme 1 an de plus que moi. Donc ça, je trouvais ça cool de comme faire un peu ce parallèle-là entre, tu sais, moi ça va faire 3 mois, toi ça fait 1 an et 3 mois d'après ce que j'ai compris, tu sais. Et donc, ben en ce moment ça va bien. En fait, la plus grosse partie que j'ai traversée, c'était de septembre quand j'ai quitté mon emploi jusqu'à janvier. Et donc nous, je pense que l'on s'est parlé en novembre ou en décembre passé. Mais c'était vraiment la période de septembre jusqu'à Noël où est-ce que chaque jour, j'étais genre
le premier jour, j'étais comme, là, je vais me trouver une autre job. Puis là, l'autre jour, c'était genre, non, là, je me lance à mon compte. Puis là, l'autre, c'était genre, non, il faut que je me trouve une job. Puis là, ça, j'étais genre, fuck it, moi, il y aura pas de job. Je me lance à mon compte. Et à la fin, je me suis dit, OK, là, je me lance à mon compte, mais il a fallu que je traverse beaucoup de peur, je pense. J'avais peur d'être seul, comme que je te parlais. J'avais peur aussi à cause de mon paiement que le monde me trosse pas, qu'il n'y avait pas de confiance, que le monde me regarde autrement. Donc, il y a quand même beaucoup de peur qu'il fallait que je traverse. Et je me suis lancé en janvier et ça va relativement très bien. J'ai structuré, dans le fond, toute ma structure avec tous mes comptes, avec mes banques. J'ai structuré mes payes, en fait. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai faites pour structurer tout ça que j'avais jamais fait, dont mes taxes, mes impôts pour 2022, il faut que je les prévoie aussi à l'avance. Donc, ça, c'était bien. Et avec mes clients, ça roule relativement mieux que qu'est-ce que j'aurais cru. Je croyais que ça aurait pris en 3-4 mois avant que ça roule. Et finalement, ça a été la deuxième semaine de janvier que ça a commencé véritablement. Et donc, ça va relativement très bien. Et c'est grâce aussi à des podcasts que Charles crée et qu'il m'invite. Donc, je suis vraiment très reconnaissant de ça. Et aussi, sache que Emeline, t'es la première personne que j'ai rencontrée vraiment, là, comme que j'ai pris contact, puis c'est vraiment le premier café virtuel que j'ai pris, donc je te remercie pour ça, parce que lorsqu'on s'est parlé, j'étais vraiment comme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, puis il y a toi qui me disais, ouais, je suis sûr que tu vas te lancer à ton compte, puis j'étais genre, ouais, t'es pas la seule qui me dit ça, mais j'étais comme pas sûr encore, donc je suis vraiment très content d'être là, et où c'est que je m'en vais. En fait, ma stratégie en ce moment, elle est vraiment axée sur LinkedIn. Donc, je suis 100% là-dessus. Puis Charles, c'est comme ça que tu as dit tantôt, tu sais, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'il faut que l'on soit à plein de places. Moi, je suis pas à plein de places. Je suis sur LinkedIn, principalement. Et dans le fond, le prochain step, là, j'ai pas peur de le dire, mais ça va être d'essayer de me rapprocher des incubateurs et des organismes entrepreneuriaux pour que je donne des formations. Ça serait mon moyen d'acquérir peut-être plus de clients. Et c'est vraiment là-dessus que je vais mettre mon temps. J'avais pensé à faire la pub ou d'autres trucs, mais je pense que je vais vraiment faire ça. Et donc ça ressemble à ça. Et ça m'inspire beaucoup aussi, qu'est-ce que tu fais. Emeline, j'ai vraiment beaucoup de difficulté à dire ton nom parce que le E puis le M, quand c'est collé, ça coupe dans mes cordes vocales, donc ça, je dois le dire. Mais non, je trouve ça vraiment bien qu'est-ce que tu fais et ça m'inspire beaucoup parce que c'est ça, c'est comme 12 mois avant moi, donc je me dis, si dans un an, je pouvais être où est-ce que t'es, ça serait quand même bien. Et donc, c'est ça. Et toi, c'est quoi ton prochain step, en fait? Est-ce que tu sais, là, tu as participé à plusieurs podcasts. Tu as raconté tantôt que ça prenait, lorsque tu rencontres des personnes, ça peut prendre entre 5 à 6 mois avant que ça se conclue en contrat. Est-ce que, dans le fond, depuis qu'on s'est parlé, depuis 2-3 mois, est-ce que ça se développe? Est-ce que ton produit est encore est en développement puis se vend encore plus? Ou... Moi, avant de rentrer là-dedans, je tiens à te remercier pour tes bons mots. Ça me touche beaucoup. Je pensais pas avoir eu cet impact. Peut-être tu dis que tu es en affaires depuis janvier. Moi, je pense que dans ta tête, tu es en affaires depuis plus que ça. T'sais, je pense que ça a plus que ça. Puis tu sais, tu as débroussaillé et tout. Et une chose que moi, je retire, et j'ai failli le dire ce mot, un mot que je retire de mon vocabulaire, c'est le mot essayer. Et tu vois, j'ai failli dire, je vais essayer, j'essaye de. Mais tu disais, je vais essayer d'entrer en contact avec des incubateurs. Tu vas pas essayer, tu vas le faire. Puis après, on verra les résultats, mais on fait, on est en tout cas, je trouve ça vraiment chouette ton parcours et c'est très chouette. Puis tu réponds toujours à l'appel quand j'ai toujours des questions. Moi, t'es ma référence pour les capsules vidéo, by the way. Puis t'as vu, je t'avais contacté dernièrement. Oh, les sous-titres, oh, tel truc, qu'est-ce que t'en penses? Puis t'es super disponible. Ouais. Donc, un gros merci pour ça. Puis avec les choses qu'on a mentionnées tous les trois aujourd'hui, moi, je suis même pas inquiète de dire, tu sais, on a parlé de l'humain, on a parlé de se mettre en avant, mais c'est pas pour juste le plaisir de se mettre en avant, mais pour créer la confiance et tout. Je suis même pas inquiète, même pas inquiète. Mais des beaux projets de mon côté aussi qui s'en viennent. Là, écoute, comme je vous disais, en ce moment, c'est moi, c'est Emeline Manson, je donne de la formation, mais
ma première limite, c'est mon temps. J'ai juste 24 heures dans une journée. Et même si j'adore animer et donner de la formation, je veux pas faire ça 8 heures par jour. J'aime tout le reste. J'aime tout le reste de l'entrepreneuriat. J'aime être en contact avec des gens. J'aime faire du réseautage. J'aime répondre à des courriels, aussi étonnamment que ça puisse paraître. J'aime tout. Mais je veux avoir une équipe, donc il faut tranquillement que... Voilà. Moi, j'enseigne aussi, je donne des cours à Polytechnique Montréal et j'ai accès à des étudiants. Et la sensibilisation en cybersécurité, c'est pas le truc le plus sexy non plus, mais j'ai lancé un appel à des étudiants pour dire « Hey, est-ce que le domaine, ça vous intéresse ?» Puis j'ai eu comme 10 CV. Puis moi, mon objectif, c'était de déléguer tranquillement la création de contenu, puis mes réseaux sociaux, c'est la gestion derrière. Donc là, écoute, j'ai signé avec 3 de mes étudiants qui vont être indépendants à hauteur de 5-6 heures par mois. Chacune. Cool. Pourquoi faire un quand on peut en avoir 3? Moi, ok, bah oui, c'est ça. Mais c'est que là, je vais en avoir 3 qui vont possiblement pouvoir donner de la formation à un moment donné et tout. Donc là, je suis vraiment, comme je disais tantôt, dans le rebranding, de dire, bon, bah, c'est plus EM Développement, c'est Emeline, mais c'est Emeline. Puis là, je peux vous le dire en primeur. Enfin, c'est pas encore accepté par le REC, donc je devrais peut-être pas, mais j'assumerai les conséquences. Mais ça va devenir cyclique. L'entreprise cyclique, le CY de cyber et le clic de j'appuie sur un petit bouton. Puis toute la notion de, tu sais, c'est un cycle, la cybersécurité. La prévention, c'est un cycle. Puis bref, c'est un peu cool. Autour de tout ça. Très beau nom. C'est vraiment Espérons que ça passe avec le REC. Ouais. Pourquoi ça passerait pas, en fait? Parce que c'est quand même francophone. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sauf qu'ils peuvent quand même faire chier selon la personne chez le REC qui va tomber sur le dossier. Mais bon. On va voir. Ouais, c'est ça, on se croise les doigts. Sont achetés, donc ouais, c'est vrai. Mais voilà, ce qui s'en vient, c'est... ouais. Cool. Et de ton côté, Charles, alors... Mais, non, mais j'avais juste quelques questions aussi après. Oui, mais non, mais on est trop passionné par ton sur non, mais je me disais, t'as cette grosse avantage-là dans ton domaine où, vu que c'est quelque chose qui est tellement à démocratiser puis à expliquer aux gens, que tu pars souvent des bases. C'est pas comme si tu disais... Tu sais déjà des trucs, moi je vais t'amener plus loin à des entreprises, mettons, je dis n'importe quoi, mais de l'optimisation fiscale ou des trucs comme ça où des entreprises font déjà quelque chose puis c'est pousse-le plus loin ou fait-le différemment, ou même en marketing, même en vidéo, tu sais, à la limite. Mais tu as cet avantage-là que, à mon avis, là, peut-être que je me trompe complètement, mais probablement 99% des entreprises à qui tu parles sont 0 sur 10 en cybersécurité, puis c'est comme... ouais, j'ai mis le SMS parce que j'étais obligé, puis c'est pas mal tout, tu sais. Puis t'as comme 800 actions qui sont hyper de base, puis pas compliquées à comprendre, pas compliquées à expliquer. Fait que pour toi, déléguer cette partie-là va être comme claquement de doigts, on s'entend, là. Je suis certain qu'il y a plein d'autres technicalités, puis il y a plein de complexités comme plus loin, mais il y a tellement de trucs qui sont tellement comme faciles à comprendre pour quelqu'un qui a envie de le comprendre, que ça se délègue facilement à quelqu'un qui est un minimum intéressé, tellement c'est un sujet qui est pas connu, tu sais. Possiblement que dans une couple d'années, ce sera peut-être plus le cas, là. Peut-être que on se le souhaite, les gens vont être plus sensibilisés à ça, puis ça va être différent. Mais un travail de sensibilisation, ça se fait par n'importe qui le sait un peu, puis même par moi qui a peut-être vu une de tes vidéos, puis qui dit à quelqu'un « Ah, tu sais, t'as le choix entre le SMS puis le truc sur l'application, prends donc celui sur l'application, me semble j'ai entendu que c'était mieux. » Juste des petits trucs comme ça, ben, ça aide à sensibiliser, puis ça fait comme... Ça sème des graines un peu partout du domaine, puis tranquillement aussi de ton nom, là, évidemment. Mais non, c'est bien cool. Créer des ambassadeurs, c'est ça qui me plaît. Ouais, vraiment. Tu veux dire quelque chose, Isaël? Ouais, ben, je tiens à dire que maintenant, dans les programmes que je vends, le premier truc que l'on fait lorsque on travaille sur les médias sociaux, c'est vraiment de passer sur toute la sécurité. Donc ça, moi, je l'inclus vraiment beaucoup. Et parce que c'est vrai que le monde ne connaisse vraiment pas ça. Et c'est fou parce que quand on regarde vraiment leur page Facebook ou leur compte Facebook, souvent, on l'a créé en 2008 avec des adresses comme moi, je me suis fait pirater avec une adresse Hotmail comme Life4Skate. Hotmail, j'avais créé en 98 ou un truc comme ça, que j'ai gardé jusqu'en 2008 lorsque j'ai créé. Et donc, il y a plein d'affaires qui datent de très longtemps, mais que le monde ne se rend pas compte et que lorsqu'on passe sur leur compte Facebook et sur tous leurs médias sociaux, tout ce que je leur dis, c'est si on ne change pas ça, si tu n'as pas des bons mots de passe, c'est une question de temps. C'est pas si, là. C'est tout le monde va se faire pirater. C'est pas protégé, là. C'est sûr, certain. Et donc, ça, je voulais dire là, à quel point je trouve ça important, qu'est-ce que tu fais. Puis c'est même pas juste pour nous, là. Mais c'est pour nos propres clients, là.
c'est vraiment grave, là. Genre, s'il y a quelqu'un qui vole le numéro de carte de crédit de quelqu'un, c'est pas rien, là. C'est vraiment très important, là. C'est vraiment pas drôle pour plein de personnes, là. Et donc ça, je voulais dire, puis l'autre point que tu as dit, c'est je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de trouver une équipe ou des employés que de faire un cours. Là, lorsque tu donnes des formations, et je l'ai fait et je le fais encore en fait à l'université de Montréal, lorsque tu as 15 personnes qui sont là ou même 10 à 30 personnes, comme il n'y a pas meilleur moyen à la fin de dire « Hey, est-ce que vous voulez comme venir travailler avec moi? » Il y a comme pas meilleur moyen, je trouve. Donc ça, c'est quand même nice que tu aies trouvé comme 3 personnes comme ça qui sont dans ton cours. Parce que honnêtement, il y a pas meilleur moyen, là, je pense, là, que de trouver des personnes parce que t'es là, tu vois si ça fit, tu vois c'est qui travaille ou non. Donc je sais que c'est pas tout le monde qui est dans cette position-là, là, d'être formateur ou formatrice ou de faire un cours. Mais quand même, si on a cette possibilité-là de faire un cours, je pense que c'est le meilleur moyen de créer des liens, puis trouver des personnes assez vite, de voir si ça fit. T'sais. Et donc ça, c'est cool que tu en aies trouvé. Ouais, c'est pas tout le monde qui a le privilège d'enseigner, par contre, c'est tout le monde qui peut prendre l'opportunité de prendre contact avec des gens qui enseignent. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que s'il y a des gens, je sais pas moi, des entreprises en cybersécurité, plus le côté technique et qui cherchent des étudiants, ben contactez-moi parce que j'ai une foule de candidats potentiels. Donc pareil par tout ton domaine, Isaël, pareil Charles, d'aller contacter des chargés de cours, des profs, et ils ont accès à ça directement. Tu bypasses un processus phénoménal. Ouais, vraiment, vraiment. Puis même, on peut aller plus loin que ça parce que au final, donner un cours, je pense que c'est une des meilleures plateformes, on va dire, pour avoir des gens qui écoutent ce que tu dis parce que, surtout si, on va dire, dans l'optique où ils ont choisi d'écouter. Oui, c'est ça. T'as cette proximité-là qui est incroyable, mais je pense que ça se généralise encore plus juste à la création de contenu puis à l'audience que tu peux créer, même si c'est une petite audience. Que tu crées des vidéos, des articles de blog, peu importe, genre, no matter le format, il y a des gens qui vont consommer ton contenu qui sont des, entre guillemets, employés potentiels ou des gens qui soit pourraient faire des collaborations avec toi. C'est des gens qui ne deviendront pas tes clients parce que ça c'est pas ça leur scénario de relation avec toi. Mais je sais que nous, si il y a je sais pas, il y a une couple de centaines de personnes qui regardent nos trucs chaque mois, peut-être une couple de milliers si on considère ceux qui quittent après une seconde, là, on va dire. Mais de ces gens-là, il y a probablement une couple de personnes que prochaine fois qu'on va sortir une offre d'emploi, ils vont candidater parce qu'ils avaient déjà vu notre contenu avant ou ils ont déjà vu un peu de trucs. Fait que ça, même si vous n'avez pas l'opportunité de donner un cours ou d'avoir littéralement des gens devant vous, même de faire une formation en ligne, quoi que ce soit, juste ça, c'est déjà comme un gros step de générer des opportunités pour engager. Puis c'est encore plus important aujourd'hui quand faire une offre d'emploi et essayer de juste comme se lancer dans le monde de la pénurie de main-d'œuvre pour essayer d'aller attraper quelqu'un, puis espérer que cette personne-là déteste assez son emploi pour changer. Pour aller faire le switch. Job, ouais, exact. Puis que ça fit, puis que ce soit le fun, puis que la personne reste, le fait de développer cette communauté-là, non seulement ça t'amène un bassin de clients, mais ça t'amène aussi un bassin de candidats potentiels quand t'es rendu à cette étape-là. Si t'as le goût, il y a plein de monde qui n'engage pas, puis c'est bien correct aussi. Mais ça fait partie des possibilités. Ouais, mes étudiants sont full cute parce que moi j'enseigne, on est 2 profs, on enseigne le même cours, il y a le groupe 1 et le groupe 2 et moi j'enseigne le groupe 2, donc à chaque fois au début de la session je dis en blague, puis vous êtes avec moi parce que vous n'avez pas le choix, il n'y avait plus de place dans le groupe 1 en blague, et là j'ai dernièrement des étudiants, ça fait 2 sessions, ils me disent non madame on a été voir vos reviews sur Google puis on vous a, je suis comme oh my god, ok mon cœur. Oh my god. Wow, nice. Bravo. Est-ce que tu es sur les sites de rate d'enseignants, là, où il y a des sites là, où on peut mettre des... sans le savoir. C'est peut-être là qu'ils vont voir peut-être des très bonnes notes sur ces places-là. Ouais, c'est ça. Il y a des plateformes comme ça, c'est quand même fou. Ah ouais, j'aurais voulu avoir ça plus jeune. Il y a des profs qui auraient passé au cash là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'aurais vengé. C'est à ce point... Ouais, je sais pas si c'est à ce point crédible ou ouais, c'est vrai, ouais. fiable. Une mauvaise expérience, ça peut finir. Puis surtout dans un volume comme ça où il y en a qui sont obligés d'aller vers un prof, puis c'est peut-être juste je sais pas, le domaine qui les intéresse. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Ça transfère. Mais bon,
entre ça et rien, c'est peut-être mieux d'avoir ces reviews-là, mais est-ce que c'est des données personnelles que de donner son avis sur un prof? Ben oui, clairement. Tout est là, on a donné plein d'informations personnelles aujourd'hui, sans le savoir. Ah, c'est vrai. Ah oui, moi j'ai dit quand même beaucoup de choses, là, puis je suis quand même assez conscient que... Mais tu sais, c'est que des... Non, mais dans le sens où, tu sais, juste quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui écoute ça, sans rien écouter d'autre de ce qu'on a fait sur le web, bon, il n'a pas grand-chose. Mais ce podcast, plus l'autre, plus l'article, plus le Facebook, tu sais, c'est un puzzle. Tout est un puzzle. Et, dans cette optique-là. Et si t'es un peu stalker, t'es capable de comprendre tout. Et c'est fou à quel point que juste avec un prénom puis un nom de famille, ok, puis là je veux pas paraître creepy là, mais chaque fois que je rencontre quelqu'un, je m'en vais regarder tout ce que je peux sur cette personne-là. Et j'arrive très très planifié, comme tout est planifié, j'arrive extrêmement préparé pour chaque rencontre. C'est juste là, j'ai comme 15 questions qui sont écrites sur la gauche, c'est comme tout est planifié. Et donc juste avec un prénom et un nom de famille, pour de vrai, je peux savoir. Tu sais, je pense que le pire truc que j'ai vu, tu sais, c'est comme je connaissais comme qui avait travaillé dans l'entreprise avant, et donc elle devait l'avoir rencontré avant, et donc j'arrive puis je peux dire des prénoms et tout. Puis là, l'autre dit ah oui, tu connais cette personne-là et tout, donc il y a beaucoup plus de confiance qui se crée. Mais tu sais, on peut tellement savoir de choses en faisant tellement de liens sur Facebook, sur LinkedIn, et donc c'est incroyable. Et donc c'est vraiment ces liens-là qui sont importants, je pense. J'avais pas vu ça comme ça avant, mais c'est vrai que c'est vraiment tous les liens qui comptent. C'est pas genre chaque petite information. Exact. C'est vrai. Puis moi le pire qui m'arrive, c'est qu'une fois de temps en temps, justement, je cherche, surtout des, tu sais, si tes clients nous approchent puis je connais pas du tout leur entreprise ou je vois rien du tout quoi que ce soit. Puis quand je me rends compte qu'il y a des gens que leur entreprise c'est leur marque personnelle, c'est relié à leur marque personnelle, mais qu'à côté, de façon publique, mais sur leur truc personnel, on partage un peu trop leurs opinions, ou tu sais, des fois ça va comme un peu trop loin, puis tu te dis, est-ce que tu devrais pas faire une ligne un peu plus claire entre ce que tu dis publiquement puis ce que tu gardes en privé, peut-être, parce que on s'entend que tout le monde a droit à ses propres opinions, mais tu sais, des fois, une entreprise ne voudra pas s'associer à une autre parce que les opinions du président sont publiques, puis c'est des opinions qui sont comme contre complètement les valeurs de l'entreprise en question. Puis des fois, ça peut nuire aux affaires. Puis des fois, c'est peut-être mieux comme ça aussi parce qu'on voit les valeurs de l'autre, je sais pas. Mais il y a comme un moment donné de trop rendre public les choses. Des fois, ça peut créer aussi ces bloquants-là qui sont peut-être pour le mieux aussi, là, je dis pas. Mais moi, des fois, j'ai vu des trucs qui m'ont complètement refroidi ou d'autres, tu sais, personnellement, ça me... Les opinions politiques de nos clients m'importent pas du tout. Ils peuvent le garder pour eux. Mais tu sais, si je me rendais compte, je dis n'importe quoi, mais si je me rendais compte que un prospect a l'air sympathique, mais juste en tapant le nom de son entreprise, tu te rends compte que la personne, sans aller dans l'idée de elle a déjà été condamnée puis elle a déjà fait des trucs criminels ou quoi que ce soit, mais juste, je sais pas, la personne a émis des trucs haineux ou a fait des choses comme ça, ben ça se peut qu'on fasse comme OK, mais j'ai l'impression que c'est un red flag, ou tu sais, ça biaise un peu négativement la relation qu'on va avoir avec cette personne-là. Puis, je sais pas. Ben, ça biaise, je pense pas, en fait. Je pense que... Non, ça la rend plus claire, là, plutôt. Ben, ça filtre, en fait. Moi, j'appelle ça un filtre. Et je pense que c'est important de faire des affaires avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes croyances que nous. Donc, c'est pas pour rien que on est les trois présents ici sur ce podcast. C'est quand même parce qu'on partage la majorité des mêmes valeurs et des mêmes croyances. C'est pour ça que l'on s'entend bien. On s'entend pas bien parce que l'on fait ce qu'on fait. Et donc, souvent, le fait de partager nos valeurs et nos croyances, ben, ça filtre. Mais ça peut filtrer encore beaucoup plus si on se rend encore plus profond, là. Si on est dans la politique, dans la gauche et la droite, dans des trucs qui se sont passés, qui sont comme très concrets, qui sont très actuels, qui sont très à frais, comme très à froid, ben c'est sûr que ça peut filtrer beaucoup plus vite, là, t'sais, selon moi. Je pense que c'est bien, mais comme tu le dis, c'est sûr que ça dépend de à quel point tu es confiant par rapport à tes propres valeurs, là, t'sais. Ouais, c'est ça. L'influence est vraiment forte, là, t'sais. Ça peut avoir un gros impact négatif ou positif.
Ben, il y a des employés qui sont mis à la porte à cause de leurs opinions. C'est vrai, hein? Il faut se rappeler là, que quand tu es dans position d'autorité, quand tu es professeur, par exemple, il y a des professeurs qui sont mis à la porte parce qu'ils suivent pas le courant ou parce qu'ils suivent pas les opinions de la majorité. Et donc, il faut le rappeler qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et je travaille avec des entrepreneurs que j'accompagne pour qu'ils se mettent de l'avant et qui partagent qu'est-ce qu'ils croient. Mais chaque fois, on va quand même se poser la question, est-ce que ça mérite d'être partagé? Est-ce que ça mérite est-ce que cette croyance-là mérite d'être partagée? Peut-être pas, là. Peut-être que c'est un peu trop extrême ou trop profond ou trop personnel, là. Ouais, on n'y pense pas aux employés aussi, on n'y pense pas aux locataires. Et quand on cherche un nouvel appartement, c'est clair que le propriétaire va faire un petit tour sur les réseaux sociaux aussi pour voir. Donc ça nous suit partout. Les offres d'emploi, une embauche, peu importe. C'est tellement facile de googler maintenant. Les outils sont tellement open source, sont tellement faciles. Donc, ça, la réputation numérique, la e-réputation, c'est vraiment important. D'aller se googler de temps en temps, voir qu'est-ce qui sort sur moi. On peut se mettre des alertes sur notre nom aussi pour dès qu'il y a quelque chose qui sort sur mon nom, que je sois au courant. Mais ouais. Ça fait partie d'une sorte de cybersécurité aussi. Ben là, ça va faire 3 mois que je pose vraiment beaucoup moins de mimes. Donc, parce que je postais vraiment plein de mimes qui étaient vraiment déplacés avant. Déplacés dans le sens comme qui sont vraiment très drôles, mais tu sais, c'est pas... c'est des mimes, quoi. Pas vraiment professionnel. Et donc là, j'ai vu qu'il y a des clients qui me suivent sur Instagram. Et donc maintenant, clairement, je poste pas des mimes sur... Clifford, le gros chien rouge, par exemple, ou des trucs comme ça. Je suis genre, bon, ben, ok, je vais juste poster des trucs un peu plus nerd, quoi. Et donc, vraiment, je l'ai vécu, ça. À côté, là. Ouais, il faudrait que je me fasse un compte parce que je connais toutes les mimes, genre, je trippe sur les mimes, mais maintenant, c'est ça. Fait que je me garde une petite gêne. Donc, je l'ai vraiment vécu et jamais j'aurais cru que j'aurais arrêté de poster autant de mimes. Mais là, je me suis dit, bon, ça me tente pas que le premier truc que le monde voit de moi, ce soit genre, il partage un meme sur, je sais pas, un truc qui s'est passé, puis finalement, c'est juste un gars qui est pas très sérieux, tu sais. Moi, je suis pas 100% d'accord. Je pense que ça fait partie de ta couleur, justement, et de, tu sais, je dis pas d'en poster tous les jours, mais tu sais, une fois de temps en temps, ça fait partie de toi aussi, puis je pense que ça peut créer un certain lien, et ceux à qui ça plaira pas, ils continuent leur... Ce sera un filtre aussi, ils vont continuer leur chemin. Ouais, c'est vrai, ouais. Ok, ben, je vais penser à ça la prochaine fois que je suis genre, est-ce que je partage ça ou non? Je pense que oui. Je peux le partager, puis là, après ça, j'ai comme plus de clients, tu sais, j'ai juste comme, c'est quoi ça avec Clifford le gros chien rouge, là? C'est quoi ça? Ben, c'est quoi la plus grosse fausse croyance de ton côté, par exemple? C'est quoi celle-là qui est vraiment la plus importante? Je dirais la plus importante, c'est par rapport à la taille de l'entreprise. C'est comme, pourquoi j'intéresserais les pirates? Je suis trop petit pour me faire hacker. Ça revient vraiment beaucoup. Vraiment. Okay. Alors qu'on en a des solopreneurs qui sont tout seuls dans leur entreprise, mais qui se font hacker quand même. Ça, c'est beaucoup. Et la seconde, c'est, mais tu sais, les outils que j'utilise, ils sont sécuritaires. Comme, ouais, ça c'est vrai, ils sont sécuritaires et c'est leur modèle d'affaires. Ils t'offrent quelque chose qui est sécuritaire. Par contre, tu dois le maintenir en sécurité. Et il faut que tu les aides à t'aider, parce que si ton mot de passe c'est 1, 2, 3 soleil pour accéder, ou si tu partages les choses n'importe comment, la plateforme elle a beau être sécuritaire, mais ça donne pas grand chose. Donc ça aussi, je te dirais, c'est une fausse croyance. Okay. Et de ton côté, qu'est-ce que tu penses qui ressort? Je suis curieuse. À part tes clients. De mon côté, les plus grosses fausses croyances, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps à faire ça. Ça prend pas beaucoup de temps créer du contenu. Et dans les formations que je donne, souvent, c'est là où est-ce que ça brise le moral du groupe. C'est quand que... C'est vrai. C'est quand que il y a comme une personne du groupe qui lève la main pendant le premier cours, genre, puis qui dit, ça prend combien de temps à faire ça? Parce que peut-être qu'elle a pas le goût de se faire chier, genre, vraiment plein d'heures pendant la semaine. Et donc, souvent, là, c'est là que je me demande, est-ce que je lui brise cette bulle-là. Mais souvent, on me paye pour briser les bulles que le monde s'est créé dans leur tête. Donc, je me dis, bon, ben, je suis là pour ça. Et là, je lui explique que ça va prendre plusieurs heures par semaine de gérer des comptes de médias sociaux. Et c'est ça. Fait que je dirais que c'est la plus grosse fausse croyance, c'est que ça paraît simple. Et je pense que c'est basé sur le fait que tout le monde est sur Facebook.
Donc, vu que tout le monde est sur Facebook, tout le monde, c'est comme simple de gérer une page sur Facebook. Ouais. C'est simple de créer du contenu sur Facebook parce qu'ils sont là-dessus. Donc, je pense que si le monde n'était pas sur Facebook, c'était que des professionnels qui étaient là-dessus, là, le monde se dirait « Ah, je m'y connais pas trop. » Mais c'est comme « Non, je passe 8 heures par jour à rien foutre sur Facebook. Donc, ça doit pas être si compliqué que ça. » Je dirais que c'est la plus grosse fausse croyance. Puis toi, Charles, face aux publicités, ce serait quoi le plus grosse fausse croyance quand le monde t'arrive puis dit un truc puis t'es genre my god, ça commence mal là. Ben je pense que ça ressemble à toi puis c'est le temps que ça prend avant que ça fonctionne, surtout pour tu sais c'est comme si quand on parle de publicité en ligne on généralise toujours à la boutique en ligne qui vend des produits où les acheteurs les achètent super impulsivement, donc que tu mets de la pub aujourd'hui puis que tes ventes se font aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que c'est un mini pourcentage des entreprises qui sont sur ce modèle-là. Même si tu vends des produits qui ont un achat relativement impulsif, ben si c'est un achat de 30$, la personne elle va peut-être y réfléchir pendant 2-3 jours ou une semaine. Il y a des gens qui vont y réfléchir pendant un mois, cet achat-là de 30$. Fait que si je commence à investir aujourd'hui, ben je vais pas pouvoir mesurer le succès de cet investissement-là cette semaine. Puis c'est drôle parce que c'est la première fois historiquement, on va dire, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la création de contenu et tout ça, qu'on peut regarder rapidement, puis ça donne-tu quelque chose? Parce qu'avant, pub à télé, pub dans les journaux, radio, puis même aujourd'hui, c'est vrai, ouais. on peut dire, ouais, les gens l'ont vu ta pub. Mais là, après ça, ben, t'attends soit les petits coupons que t'as mis, retournez-nous un coupon, là, c'est le direct response par courrier, là, retournez-nous un coupon, fait que là, t'attends la poste. Ou t'attends que les gens t'appellent parce que t'as fait une pub à la télé puis t'espères que ça va finir par fonctionner, mais tu te dis je fais ma pub à la télé puis j'espère que ça va me donner des ventes toute l'année parce que les gens vont apprendre à me connaître. Mais on était toujours dans une mentalité d'indirect. Tu sais, je fais quelque chose puis il y a une boîte noire magique de décision des gens qui apprennent à me connaître puis à la fin de la ligne en bas il y a mon client. Mais là on est comme ça a comme tout shifté puis aujourd'hui quelqu'un qui veut faire de la pub en ligne c'est comme ok mais si je fais de la pub, il y a des gens qui vont le voir, tu vois le nombre de gens qui cliquent, fait que c'est comme les clients sont au bout, là, c'est sûr que ça marche, puis je vois exactement tout le chemin. Tandis que la réalité est beaucoup plus complexe parce que le cerveau d'un être humain c'est complexe, puis le fait juste de s'afficher auprès des personnes, ça veut pas dire que les gens vont se souvenir de toi. Si tu mets une pub auprès de plein de monde, elle a beau être clickbait à souhait puis tout ça, s'il y en a 10 autres pubs clickbait dans la même journée, peut-être que la personne va juste oublier puis ça n'aura strictement aucun impact. Ou tu vas avoir la meilleure pub, puis tu vas être capable de la montrer aux bonnes personnes, puis là, ça va avoir l'impact direct tout de suite, mais c'est comme il y a tellement de facteurs qui sont juste reliés à qui va voir la pub, puis qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau, que tu peux pas le prévoir, tu peux pas le prédire, puis c'est comme, regarde, on peut avoir toute notre expérience, puis toutes nos prévisions de comment ça va se passer, mais après ça, il faut que tu le mettes sur le terrain, puis tu regardes, est-ce que ça vend pour vrai? Est-ce que si tu penses que ça te fait des ventes, mais en réalité, les gens qui cliquent, ils auraient acheté pareil, sans publicité, puis dans le fond, tu fais juste te cannibaliser puis mettre du budget pour rien? Ou est-ce que ça fait vraiment une augmentation dans ta croissance significative qui vaut la peine de faire cet investissement-là, considérant les revenus puis les profits que chaque client va générer, ou considérant la croissance que tu veux avoir, parce qu'il y a des gens qui vont investir en pub pour faire de l'argent tout de suite, puis il y a des gens qui vont investir en pub en mode « je veux grossir même si je perds un peu d'argent parce que j'ai du financement derrière ». Mais tout ça, ça fait comme que les gens arrivent souvent avec un scénario précis en tête de comment ça va se passer, puis c'est comme, ben, il y en a d'autres des scénarios, il y en a 1000. Fait qu'après, lequel qui va arriver, on le sait pas encore. Faut le vivre, là. Fait que c'est ça. Okay. C'est ça le worst thing. Mais ça se fait bien, là. C'est pas quelque chose qui est... On n'a pas à passer des heures à argumenter avec un client. Pour ça, la majorité du temps, ça se comprend assez bien parce que c'est une vision qu'on a, mais qui change relativement facilement. Les entreprises qui sont convaincues d'un truc puis qui sont hyper précis là-dessus, ben ils vont juste le faire par eux-mêmes en se disant c'est sûr que ça va marcher parce que je le sais que ça va être vite, par exemple. Fait que on a pas cette complication-là, définitivement. Avec la pub, de ce que j'ai vu, c'est souvent comme parce que j'ai comme fait un peu de pub. Ce qui se passait, c'est que on me demandait, hey, c'est quoi genre le retour sur l'investissement de la pub, tu sais. Puis chaque fois, j'étais genre, ben, on a fait de la pub, mais on n'est pas capable vraiment de calculer tous les points de contact pour que la personne genre ait vu ta pub, ait peut-être
peut-être qu'elle a été 3 fois sur ton site web, genre la semaine que suivie. Puis après ça, elle a pris contact avec toi d'une autre manière. Puis après ça, elle a acheté le produit 3 semaines plus tard. Chaque fois, j'étais comme, ben peut-être que le client a vu la pub il y a 3 semaines, puis elle s'est levée ce matin, puis dans sa douche, il y a sa copine qui lui a dit « Hey, peut-être qu'il faudrait que l'on s'achète ça. » Puis là, c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'il aille sur le site web, puis qu'il achète le produit. Et donc, souvent, on pense que l'on est capable de tout voir, puis de tout lier à la pub, mais pour de vrai, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que l'autre pense, tu sais. Ouais. Puis il y a des outils qui permettent d'être plus précis. Tu sais, il y a des outils d'attribution qui permettent de dire concrètement, ton site web, la personne l'a visité 6 fois avant d'acheter, puis voici ses 6 points de contact. Donc, ouais, mais qu'est-ce qu'elle pensait, elle, quand elle a cliqué sur le bouton? Exactement. Non seulement il y a tout ce qui se passe dans sa tête derrière, mais il y a tout ce qu'on n'est pas capable de suivre dans sa progression. Il y a peut-être des visites qui étaient vraiment plus importantes que d'autres. On le sait pas trop parce qu'on sait pas exactement c'était quoi son chemin de pensée. Puis il y en a aussi qui sont pas trackés puis qui sont pas trackables. Il y a ce truc-là qu'on appelle les dark socials. Là. C'est comme le nouveau terme pour tout l'impact de la création de contenu qui se mesure pas vraiment. Puis c'est que, tu sais, mettons des posts LinkedIn, tu peux pas être certain à 100% quel post LinkedIn génère quel client, parce qu'un post qui t'attire bien de la visibilité, tu peux dire que c'est de la visibilité mais pas de ma clientèle. Puis un post qui t'attire pas beaucoup de visibilité, tu peux dire c'est peut-être ma clientèle, mais ça peut être aussi que la personne qui a décidé d'acheter avec toi, elle t'a découvert avec celui qui était visible, elle a été convaincue de ta crédibilité avec celui qui était moins visible mais plus développé, peu importe. Puis c'est tellement comme chacun a son propre chemin de conversion que tu peux faire des généralités, puis tu peux dire je le vois bien que poster sur LinkedIn ça marche, mais tu n'auras jamais le contrôle et la vision à 100% comme on aimerait tellement avoir, de se dire que si je fais un post sur tel sujet, ça va m'amener 2 clients dans 2 semaines, parce que c'est comme... Peut-être que ça pourrait marcher pour des entreprises avec des milliards de ventes qui sont capables de tout suivre par des processus magiques, là. Mais pour nous, le commun des mortels, là, c'est pas le cas. Fait que c'est comme, faut faire avec, il faut avoir confiance dans ce qu'on fait aussi, dans le contenu qu'on crée, puis dans la pertinence de nos actions. Puis c'est toujours, à la fin, ce qui paye, c'est est-ce que tu vends plus? Est-ce que tu vends plus assez pour dire que ça valait cet investissement-là? Bon, ben là, ton retour sur investissement, puis c'est ça que tu peux voir. C'est bien complexe. Ouais. Puis l'humain dans toute sa complexité. Oui, c'est ça. Puis il y a plein de business qui devraient même pas tu sais, qui ont ça en tête en se disant je veux avoir du contrôle, puis je veux avoir de la vision sur ce que je track, puis sur ce que je fais. Puis que dans le fond, tout ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'une vision partielle qui va être bien suffisante, style dans une prise de rendez-vous, où est-ce que vous avez entendu parler de nous, où est-ce que vous nous avez découvert, puis juste ça va déjà donner des premières pistes. Petite question pour vous, en fait, vu que vous êtes des entrepreneurs, toi, Emeline, ça fait faire 1 an et 3 mois, puis toi, Charles, ça fait quand même un petit bout de temps. Mais c'est comment est-ce que vous faites, comme on parle vraiment beaucoup de santé mentale, puis de faire la séparation, de faire une bonne balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je pense que ça a été encore plus tough de le faire pendant la pandémie, parce qu'on on travaillait dans notre lit, puis on dort dans notre lit, I guess. Peut-être c'est juste moi qui fais ça, mais bon. Vous pourrez le dire. Mais vous, c'est comment est-ce que vous faites cette séparation-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est genre je travaille de 9 à 5 ou c'est comme travail de soir? Ou est-ce que vous avez des trucs uniques que vous faites comme moi, c'est comme ça que je travaille? Moi, de mon côté, on disait ça en off tantôt, j'essaie de mettre des moments. Puis là, le dernier jour du mois, généralement, c'est ce que j'appelle ma 32e journée, parce que l'après-midi, je la prends off complètement. Mon après-midi de mon dernier jour du mois, c'est... Et encore, je vais sûrement tricher un petit peu aujourd'hui, mais tu sais, c'est mon 32e jour. C'est vrai que c'est pas facile de faire le pont, surtout, tu sais, vous, Charles, vous avez des bureaux maintenant, moi, je suis encore à la maison, donc j'ai la chance quand même d'avoir une pièce qui est dédiée à mon bureau, puis que quand je ferme la porte, c'est fini. OK, wow. Ben, juste ça, c'est quand même bien. T'es sur l'île de Montréal, puis que t'as ça, ou... Oui. Ah, wow, OK. Bravo. Moi, je suis pas rendu là encore. Moi, c'est quelque chose... Moi,
T'as des gens qui travaillent plus tard le soir, il y a des gens qui travaillent très tôt le matin. Moi, je suis plus gang lève tôt. Fait que je commence pas à travailler à 8 heures. Moi, à 5 heures, je suis déjà debout, puis généralement à 6 heures, je suis déjà devant l'ordi. Fait que c'est plus mon mode de vie. Mais le soir, moi, mon cerveau, il décroche. Quand je vois 17 heures, je suis comme, oh, il faut que c'est fini, genre, je suis fatiguée. Fait que c'est de 5 à 5. C'est de 5 à 5, genre. Ouais, plus, ouais. Ouf, ah, ok. My God. Je pourrais plus travailler. Il y a des moments... Non, mais il y a des moments intercoupés là-dedans, puis l'objectif, c'est pas d'être full performant non plus. Il faut que je travaille sur mes choses, mais c'est une adaptation, on s'adapte. Moi, c'est super important le matin de m'habiller. Je pourrais pas rester en mou à la maison parce que ça vient vraiment jouer sur mon énergie, sur mon mindset, c'est vraiment important de m'habiller, puis... Ouais, fait que tu travailles pas tout nu, c'est ça qu'on comprend. Je savais pas si je pouvais faire cette blague-là, mais je l'ai quand même faite. C'est important pour moi de mettre des vêtements lorsque je travaille chez nous. Sinon, ça commence mal la journée. Ouais, c'est ça. Pour être sûr. C'est le premier truc que je fais, je mets des vêtements. C'est bon, ça, ok. Non, mais je comprends bien. Ok, my God, ok, à 5 heures. Ok, on n'est pas pareil, ok. Puis toi, Charles, est-ce que tu te lèves à 5 heures? Est-ce que tu... Pas à 5 heures, mais c'est vrai que je me lève assez tôt. Mais ça, j'ai l'impression que c'est facile de voir les bonnes pratiques des autres, puis de penser que c'est ça que ça prend. Mais chaque personne a vraiment son truc, puis c'est comme un processus inachevable, de trouver c'est quoi qui est la meilleure chose pour soi-même. Parce que, mettons, moi, je le sais que, bon, j'ai besoin de dormir 7-8 heures. Mais... dormir 7-8 heures de minuit à 7-8 heures me fait une journée vraiment plus déprimée que dormir de 7-8 heures puis me lever à 5-6 heures, justement. Pas nécessairement 5 heures, là, plus 5h30, 6 heures, 6h30. Puis je le sais que ma journée va être vraiment plus efficace pour des raisons que je comprends pas du tout, mais c'est bon, c'est comme ça pour moi. Puis je suis certain que si je voulais absolument le changer, je pourrais le faire, peu importe. Mais il y a quelque chose que on oublie un peu dans les positions qu'on a, dans les responsabilités qu'on a, c'est que, tu sais, quand on est employé, tu sais, quand on a un job, la façon qu'on voit la valeur qu'on donne, c'est le nombre d'heures qu'on travaille. Si je travaille tant d'heures, fait que je suis payé tant d'heures, puis si je travaille plus, ben, je suis payé en temps supplémentaire. Ou si je travaille moins, ben, je suis moins payé, ou si j'ai des vacances payées, puis c'est très horaire. Mais au final, si tu regardes plus la valeur réelle que tu amènes à ton entreprise, c'est jamais réellement relié aux heures que tu travailles, parce que tu peux travailler dans le beurre une semaine juste pour setuper des trucs administratifs, peut-être qui changeront strictement rien, mais toi, tu voulais les avoir dans une certaine position, puis là, ça te fait plaisir, mais dans le fond, ça n'a aucune valeur. Ou au contraire, tu peux te tuer pendant 2 heures à faire un contenu super compliqué à faire, puis après ça, d'être vidé pour le reste de la journée. Puis moi, je le vois plus comme ça. Pour moi, une journée qui est productive et qui est efficace, je m'en fous de à quelle heure je vais finir. Ça va être genre, est-ce que j'ai réussi à faire cette action-là qui va me permettre de progresser? Puis si cette action-là ne prendra pas 7 heures, elle va en prendre une peut-être. Là, moi, le gros game changer dans notre création de contenu, mettons, c'était qu'à chaque fois que je commence ma journée, ben, je vais essayer d'écrire 1000 mots de plus sur le récent article de blog. Puis je le sais que ma journée est faite à partir de là, puis le reste, c'est important pareil, mais on peut le pelleter par en avant, on peut le décaler, on peut le faire en prenant plus de temps, en prenant moins de temps. Puis est-ce que tu te lèves, est-ce que tu t'habilles aussi, ou c'est-tu non, ok. C'est la dernière fois que je fais la blague. C'est la dernière fois. C'est fini après. Non, mais moi je me lève, mon ordi est déjà là, puis je commence là. Non, mais ouais, c'est ça, c'est juste. Non, c'est pas vrai. Ok, fait que toi, c'est plus comme ça que tu vois ça, ok. Cool. Oui, puis tu sais, ce que tu parlais de décrocher, justement, moi c'est quelque chose qui a été bien difficile, puis j'ai pas la réponse, parce que je pense qu'au début c'est nécessaire de pas décrocher trop, tu sais, parce que il y a ce facteur-là de tout est à faire, puis si tu prends pas le temps d'explorer des trucs, puis d'essayer, puis de perdre ton temps sur des affaires, ben tu vas continuellement te pelleter par en avant, puis tu le feras jamais, puis ça va comme t'enlever des opportunités. Fait que tu sais, je le sais pas si au début, en plus j'ai commencé anti-là, puis j'étais encore au cégep, fait que tu sais, mes nuits étaient très courtes, puis j'arrêtais pas. Puis je me donnais pas le temps d'arrêter, puis bon, des fois ça te rattrape, puis des fois, par une raison ou une autre, t'es capable de le subir ou pas, tu sais, peu importe. Mais je le sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus, puis que je suis beaucoup plus découpé, puis je le sais que la fin de semaine, je suis capable de prendre mes fins de semaine, puis j'amène mon ordi, mais c'est très rare que je vais travailler, puis je suis capable de contrôler ça. Mais
il y a d'autres périodes dans l'année où peut-être que je vais me dire, hey, là, ça vaut la peine vraiment que je travaille, puis je vais travailler une fin de semaine au complet, non-stop. Mais dans cette optique-là où c'est pas... si je travaille pour vrai, puis si je travaille pas, je veux vraiment décrocher, parce que, autre truc, double parenthèse dans ma parenthèse, mais moi, pour me convaincre d'arrêter de travailler, je me dis toujours que les meilleures idées de pop quand tu fais rien, quand tu t'ennuies, quand tu vas faire d'autres choses, quand tu es dans la douche, quand tu dors. Fait que si tu prends pas le temps de faire ça, ben tu vas juste constamment te trouver des choses à faire qui seront pas nécessairement les bonnes choses à faire, puis qui vont juste être des choses pour faire des choses pour faire des choses. Là. Ben, c'est parce que toi, t'as une équipe que tu gères. Oui, je pense que c'est ça un peu qui fait la distinction. T'as des bureaux parce que genre t'es un grand entrepreneur qui a fait vraiment beaucoup de cash. Donc ça c'est le premier truc. Et donc ouais c'est ça, c'est vraiment ça. Là. C'est parce que t'es riche. Donc tu sais t'as ta propre place, t'as une équipe et donc peut-être que c'est pour ça que t'as un peu plus de difficultés aussi à te séparer de ton entreprise. Tandis qu'Emeline, tu sais toi bientôt tu vas être dans ce cas-là, là, tu vas quand même devoir t'occuper de comme 3 personnes. Donc peut-être que c'est ça qui fait un peu la différence puis qui simplifie aussi le fait de prendre notre propre temps personnel. Comment est-ce que tu as planifié ça, toi, ton bord, pour tes 3 employés? Est-ce que tu sais un peu comment que tu vas planifier pour avoir une certaine distance? Mais je te dirais que j'y vais vraiment progressivement, donc ça me permet de m'adapter là-dedans. Donc là, ça va pas être des employés, mais ça va être des indépendantes. Puis tu sais, elles vont avoir 5-6 heures par mois chacune. Fait que tu sais, ça, j'aime mieux ça que de dire demain matin t'engages quelqu'un. Je suis comme ok wow, j'aime mieux y aller par étapes. Donc j'ai commencé par avoir des stagiaires, puis là maintenant je suis à l'étape d'avoir des freelances avec moi pour m'aider. Donc tu sais ça va se faire tranquillement aussi. Moi je pense que mon plus gros problème c'est que quand je travaille pas je sais pas quoi faire. Tu sais je suis pas une fille de passion, je suis pas une fille comme tu sais il y a un sport qui me drive, il y a quelque chose. Moi je comme j'aime un petit peu de tout. Fait que tu sais une après-midi tu vois aujourd'hui j'étais supposée pas trop travailler mais je vais prendre de l'avance sur mon week-end probablement parce que j'avais des choses à faire ce week-end. Mais sinon je suis comme qu'est-ce que je fais? C'est plus ça mon problème. Il faudrait que je me découvre des passions dans la vie autre que le travail. Ouais c'est ça ce qui est quand même bien. Ok cool. Ah, c'est vraiment un sujet passionnant qu'on pourrait explorer encore vraiment longtemps, mais on arrive au bout du chemin qu'on a parcouru ensemble. C'est très bien dit. Oui, hein, je me suis comme impressionné moi-même, je pense, pour la prochaine fois. Mais merci encore d'avoir accepté d'embarquer dans le projet, puis d'embarquer dans l'idée de faire un podcast sans script, sans point de départ. Mais merci à toi, Charles. Discussion. Ça me fait vraiment plaisir. Si jamais il y a des gens qui vous ont découvert aujourd'hui puis ont envie d'en savoir plus, d'aller plus loin avec vous, juste de découvrir ce que vous faites respectivement, Emeline, pour commencer peut-être, c'est quoi la prochaine place, mettons qu'on veut en apprendre plus sur toi, où est-ce qu'on va pour tout ça? LinkedIn et YouTube, c'est vraiment 2 plateformes où je suis très présente. LinkedIn, YouTube, avec mon nom personnel, Emeline Manson, c'est les meilleures places. Sinon, googlez-nous, c'est pour la petite blague qu'on fait. Googlez-nous, voyez tout ce qu'il y a très bien dit. Sur nous. Allez trouver les vieilles photos compromettantes. Ouais, c'est ça. Puis oui, toi, Isaël? Moi, en fait, vous pouvez me trouver sur LinkedIn pour aller voir tout le contenu, puis mon site web, dans le fond, qui est www.isaelmorin.com. Et donc, c'est ça. Puis on se rencontre, puis on boit un café, puis on rit. Yeah. C'est ça. Fantastique. C'est la base. Ben merci beaucoup, puis au plaisir qu'on se retrouve dans un autre épisode ou dans un autre... Merci beaucoup. Merci à toi, Charles. Merci à toi, Charles. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet. Si tu veux en apprendre plus sur nos 2 invités, tout va être dans la description. Tu vas pouvoir retrouver les différents liens de ce qu'on a parlé. Et si tu as apprécié ton expérience, que tu as aimé le podcast, ça nous ferait vraiment plaisir si tu pouvais aller sur Spotify ou sur Apple Podcast, nous donner un petit 5 étoiles, donner ton avis, puis même nous suggérer différents invités pour les prochains épisodes. Passe une belle journée. Salut!